Je voulais faire relais sportif, je voulais courir. J'adorais le Ah. relais, mais pareil, Mhm. c'était trop loin de l'école. Et je m'étais dit, mes parents ont déjà assez de charges, je ne vais pas en rajouter. Mhm. Et un jour, dans la rue, je croise mon entraîneur à l'époque, à Route de Seine. Il m'a proposé le volley. Je dit, pourquoi pas? J'ai commencé le volley et je suis arrivée le lendemain, robe rouge, pieds nus. Je ne savais même pas comment s'habiller pour aller faire du sport. Et je tombe amoureuse de ce sport-là. Mhm. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas quitté le volley. Vraiment, lui, il a vu en moi du potentiel. Mhm. Moi, j'ai vu en moi le seul moyen de réussir et de rapidement d'aider mon père. Mhm. Donc, on va dire, comment l'osmose a pris tout de suite et c'était parti. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. Aujourd'hui, j'accueille Fatou Duke. Déjà, Fatou, comment t'as la pêche en ce moment? Ça va fraîchement, Fraîchement. fraîchement, mais je vais très bien. Je vais très bien. Je t'invite, comme tous les invités qui viennent pour le champion de ma vie, c'est parce que j'ai une affection pour les gens que j'accueille. C'est pas juste un intérêt pour moi d'accueillir des gens dans ce podcast. Je tiens à le rappeler, c'est vraiment, si en tout cas il y a un intérêt, c'est que j'ai envie de partager. Je te connais, Fatou, depuis quelques temps. Et tu as un parcours qui, je trouve, mérite une grande audience, que ce soit en France et dans la francophonie, parce que tu as quel âge, rappelle-nous? Ça se fait pas demander à une femme son âge, Cyril, mince, Euh, Mais en soi, ça ne me dérange pas du tout parce qu'on me si ça donne te tout le dérange temps pas. plus jeune, donc j'ai 38 Ouais. ans. Eh ben effectivement, vous pourrez voir sur YouTube d'ailleurs, je pense qu'on va diffuser sur YouTube cette séquence enregistrée, toi et moi. Comme Et ça, on j'ai- pourra voir, effectivement, tu fais bien moins que ton âge, Fatou. Et pourquoi j'aime tant partager des parcours, et notamment le tien, parce qu'en fait, tu as un destin hors du commun, hors norme. Alors là, ça, c'est les grands mots, mais tu as un destin que tu as écrit et qui n'était pas du tout celui qu'on t'avait écrit. Tout à fait. En deux, trois mots, t'es né au Sénégal. Si j'écoute un petit peu ta famille, t'aurais pu ou dû être un petit peu comme toute femme qui est née au Sénégal. Beaucoup en tout cas, la maman qui s'occupe de son foyer, qui fait à manger. C'est très caricatural, mais c'est toi qui l'as vécu un peu comme ça aussi. T'étais l'aîné, je crois. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, t'es en région parisienne, à Clamart, t'es une mère de famille, t'es entrepreneuse, t'as été sportive de haut niveau, international, t'as voyagé dans beaucoup de contrées. Donc ça, c'était pas du tout prévu à ta naissance, quoi. Quand t'es né où? Et c'était quoi ton environnement quand t'es né? Je suis née à Rufisque, c'est une ville très traditionnelle, à 27 kilomètres de Dakar. Euh, Rufisque est vraiment connu parce que c'est la capitale de la culture lébou sénégalaise, donc vraiment ancrée traditionnelle. Euh, et comme vraiment là-bas, enfin, dans cette ville-là, étant femme, on est quand même destiné à se marier un jour. Donc, toute notre enfance, toute notre adolescence, on nous prépare à être une bonne épouse. Comment être une bonne épouse? C'est vraiment savoir faire à manger, comment s'occuper de son homme, s'occuper du foyer, s'occuper de sa belle famille. Donc, moi, déjà, j'étais assez atypique sur ce côté-là, c'est-à-dire j'avais quand même des parents qui voulaient que j'aille à l'école. C'est Mhm. exceptionnel. Ah, tous les jeunes, les enfants à cette époque-là, et peut-être même Non, encore aujourd'hui, n'ont pas la possibilité d'accéder à la scolarité. vraiment pas beaucoup quand on est femme, quand on est une jeune Ah. fille, quand on est... et même si on y est, c'est très rare qu'on puisse terminer notre parcours parce qu'il y a un moment donné, si le mariage se présente, le mariage est prioritaire. Et Donc, c'est à partir de quel âge? ça peut vous dire très tôt, 13, 14 ans.
D'accord, ok. Donc Donc ça, ça ça pose peut... un peu le décor dans lequel tu arrives, quoi, en fait. Tu arrives dans Donc ce voilà, monde avec cette... exactement. Donc on ouais. est dans un monde où, à l'adolescence, il faut être prête. Hmm, Il faut être hmm. prête à être femme. Donc, Ouais. du coup, moi, j'avais ce premier frein de dire je vais à l'école. Donc déjà, c'était déjà un combat. Et quand j'y rajoute le sport, là, on m'a dit, ça fait quand même beaucoup. Parce que bon, déjà, Hmm. j'ai la chance d'aller à l'école, donc il ne faut pas exagérer. Mais comment t'arrives à exprimer, à faire entendre ta voix et à partir de quel âge tu dis, moi, je veux aller à l'école? Tous les enfants ne savent pas forcément ça. Et comment tu sais, toi, que tu veux faire ça? En fait, pour l'école, ça a été décidé par mes parents parce qu'en fait, j'avais la chance que ma mère, elle a été en France, donc elle a déjà Mhm. fait ça. Mon père aussi avait quand même un parcours, un background. Il était orthopédiste à l'ordre de Malte. Donc, eux, ils quand même tenaient à ça. Donc, c'est eux qui faisaient ce combat-là avant nous. Donc, pour l'école, c'était fait. Par contre, pour le sport, c'était le combat, c'est mon combat personnel. Ça qui était vraiment, ça c'était le combat que je pense que j'ai pu faire quand même assez intelligemment parce que je réussis toujours à avoir quelqu'un de mon côté. Donc, j'ai essayé de convaincre ma mère, après ma grand-mère, après les grands-pères. Donc, j'essaie tout le temps d'avoir une équipe quand même pour pouvoir porter ma voix. Ce qui est quand même pour moi important parce que je me dis, quand on se bat, c'est quand même mieux de se battre à plusieurs. J'ai toujours essayé d'avoir ça. Hmm. T'as mis des personnes dans ton camp pour aller au bout de tes Bref, convictions. tout à fait. C'était quoi ton caractère, ton tempérament et qu'est-ce qui te faisait dire du coup que tu voulais faire du sport à tout prix? C'était simple parce qu'en fait, étant aînée déjà de ma famille, moi j'avais ce rôle-là où je devais relayer mon père, que je me suis mis toute seule et que aussi la société nous met aussi, quand on est aîné en Afrique, on a quand même Mhm. ce rôle-là de pouvoir prendre le rôle du père plus tard. Sauf que quand on est femme, c'est plus compliqué. Chez l'homme, ça Mhm. se fait naturellement. Mais quand on est femme, en général, qu'on est aîné, bon, c'est pas grave. À tel point, quand on a un enfant, son premier enfant, c'est une fille, en général, on dit, ah, on aimerait bien avoir un garçon parce que ça se Hmm. fait naturellement. Donc moi, avec cette « Ah, on aimerait bien avoir un garçon », je ne sais pas, toute petite, ça m'a motivée, ça m'a donné de la motivation. Et je crois qu'à 7 ans, j'avais ma sœur avec qui j'allais à l'école qui est tombée malade, que j'ai dit dans mon podcast, qui est rentrée dans le coma. Et le fait qu'elle soit dans le coma et de voir mes parents complètement absorbés par sa maladie et de voir que ma famille s'agrandisse, et je me dis, OK, elle est encore dans le coma, je ne sais pas c'est quoi l'avenir. Euh, j'ai ce rôle d'aîné et j'ai envie de faire des choses. Comment je peux le faire? T'es l'aînée, Euh, ta petite sœur, elle a 7 ans quand elle oui, tombe dans le coma. Et toi, t'as quel âge? j'ai 9 ans. T'as 2 ans de plus. Et à 9 ans, t'as Tout à cette fait. prise de conscience que Tout à c'est fait. une mission, c'est un peu une sorte de mission. Oui, Tu dois assumer oui. quelque part dans la famille cette posture de l'aîné euh, qui deviendrait potentiellement, mais si t'es pas un garçon, oui. le père de famille. Mais tu t'allais avec ta petite sœur à l'école. Oui. C'était à côté de la maison, vous y alliez en vélo, en voiture, On marchait longtemps. c'est-à-dire L'école était à presque... On marchait à peu près 10 kilomètres par jour pour aller à l'école. 10 Donc, kilomètres pour aller à l'école. oui, on marchait pour aller à l'école. Hein. Après, en soi, on aimait bien. Enfin, moi, personnellement, ma soeur, c'était une princesse. Hein. Avant qu'elle soit dans son coma, qu'elle tombe malade, c'était vraiment une princesse. Des fois, je la portais même sur mon dos pour marcher ou courir parce que j'adorais. J'ai toujours été sportive dans l'âme, je pense. Hmm. Et on allait à l'école. Un jour, on retourne de l'école. Elle se plaignait des maux de ventre. On ne sait pas c'est quoi. Mhm. On a laissé passer. À un moment donné, on l'amène à l'hôpital et on l'a diagnostiqué tumeur ovarienne. Que Une tumeur ovarienne à 7 ans. oui, Et elle tombe dans le coma. oui. Suite à son opération, elle tombe dans le coma C'est pendant... suite à une opération, d'accord. oui, oui. Et c'est un Et- coma profond, c'est un oui, coma. tout à fait. Coma profond jusqu'à ses 14 ans. Moi, à mes 14 ans, donc elle, 12 ans après. Donc ça a duré Euh, 5 ans de coma. oui. Et Euh, enfin, c'est fou. Et quand elle revient à la vie, euh, il y a des séquelles ou comment ça se passe ce retour? Alors, ce retour était miraculeux parce qu'on l'avait... Enfin, je me rappelle, elle était hospitalisée à la maison. Hmm. Je suis revenue de l'école, je vois tout le monde pleurer. Donc, je me dis, bah, ça y est, elle est partie parce que le médecin n'attendait qu'elle soit... Parce qu'on s'est dit, il n'y a plus d'espoir, elle va partir. Et je reviens de la maison, tout le monde pleure. Je dis, bon, c'est bon.
En fait, les gens pleuraient parce qu'elle venait de se réveiller. Elle s'est réveillée comme ça. Et quand elle s'est réveillée, Une ouais, sorte de miracle, c'était oui, miraculeux pour toute la vraiment famille. miraculeux parce que c'était pas attendu, on attendait vraiment sa mort. Donc, Ah, moi, je rentre de l'école, j'arrive, il était 13h, je vois tout le monde en train de pleurer chez moi et je fais, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle vient de se réveiller, elle savait pas où elle était parce que forcément, elle a eu une coma jeune, elle s'est réveillée, elle est ado. Pour elle, on ne sait pas, donc nous, on ne sait pas trop quoi faire. Je vois mes mhm. parents complètement déboussolés comment faire. Donc, mon père, il a réussi avec l'ordre de Malte à le remettre à l'hôpital pour qu'il puisse faire sa rééducation parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Mhm. Et moi, je vois ma famille, je me dis, OK, maintenant, oui, il faut faire quelque chose, en fait. Mhm. Parce que les frais vont être chers, les frais d'hôpitaux vont être chers. Ma mère, elle travaille à l'époque, mais pareil, ils ont dû tous les deux diminuer leurs activités parce que, bon, forcément, c'était ma sœur d'abord. Bien sûr. Et puis, il y avait aussi la grande famille parce qu'on vivait dans une famille où il y avait à peu près 16 personnes. Du coup, je me suis dit, bon, OK, vraiment, qu'est-ce que je peux faire à côté? Sinon, du coup, j'avais ma sœur et mon frère et mes deux frères qui étaient très petits. Je me suis dit, Ça, bon, vous étiez écoutez, 4, on est 5 au total. 5, 5, Oui, ouais. deux frères, deux sœurs. D'accord. Ouais, Et et toi? voilà, et moi. Et donc, je me suis dit, je vais quand même faire du sport parce que je voyais que c'était le seul moyen pour que je puisse prendre le relais Mhm. de mon père. Ce qu'il n'a pas trop plu parce que lui, il ne se voyait pas prendre le relais, il était à fond dans son rôle. Mhm. Donc, quand j'en Mhm. parle, les gens, ils pensent que c'est de rébellion ou pas, mais en fait, c'était que bah, il y avait l'orgueil de son côté et lui, il était sûr qu'il pouvait quand même tout faire tout seul. Et moi, j'ai vu quand même qu'il était absorbé et je voulais le relayer, mais vraiment pour le soulager. Mhm. Et ce message-là n'était pas passé trop bien parce que lui, il ne l'avait pas compris comme ça. Donc, il m'a fallu quand même des années pour le convaincre, pour lui dire, papa, en fait, je le fais parce que je sens que c'est beaucoup pour toi. Je Je vais veux le faire. t'aider. Je veux t'aider, en fait. Toi, c'est je Mais vais t'aider, lui, c'est tu veux me remplacer? c'est ça. Je caricature, mais c'est comme Voilà, ça c'est que ça. tu. Ouais. Exactement. Exactement. Donc, du coup, ça a fait un peu... le volet, c'était sous condition quand j'ai commencé le volet. Pourquoi le Euh, volet d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'amène dans ce sport-là et pas un autre? alors, c'est traité. Je voulais faire relais sportif, je voulais courir. J'adorais le Ah. relais, mais pareil, Mhm. c'était trop loin de l'école. Et je m'étais dit, mes parents ont déjà assez de charges, je ne vais pas en rajouter. Mhm. Et un jour, dans la rue, je croise mon entraîneur à l'époque, un de 7, il m'a proposé le volet. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai commencé le volet et je suis arrivée le lendemain, robe rouge, pieds nus, je ne savais même pas comment s'habiller pour aller faire du sport. Et je tombe amoureuse de ce sport-là. Mhm. Et depuis ce jour-là, j'ai pas quitté le volet. Vraiment, lui, il a vu en moi du potentiel. Moi, j'ai vu en moi le seul moyen de réussir et de rapidement d'aider mon père. Mhm. Donc, on va dire, on est... comment l'osmose a pris tout de suite et c'était parti. Mais quand tu dis réussir, c'est bon. Déjà en France, faire du volleyball, on s'imagine pas que ça peut être un sport professionnel. Oui, Euh, Ça ramène beaucoup d'argent entre guillemets. oui, Un sport en plus, d'un point de vue sociétal, qui est pas extrêmement reconnu, même si tout à fait. aujourd'hui, enfin, je parle pour la France. Ça, tu vas Ah peut-être oui, me oui, on oui, va tout dire à ça fait. pour le Sénégal, Tout à mais fait. en France, le volley en plus, bon, connu depuis les années fin 2007, 8, des belles années, mais ça a Vas-y. été un sport entre guillemets très peu médiatisé fut un temps. Euh, Vas-y. Comment tu te dis ce sport-là et pas d'ailleurs ça aurait pu être le football ou un sport plus ou le judo, je sais je dis n'importe quoi au volley il y a un sport roi d'ailleurs au Sénégal. Oui, le foot. Il y a la C'est lutte, pas mais il y a la lutte, mais le la foot. lutte, hein, ouais. La lutte est très traditionnelle, Oui, oui. mais vraiment, c'est le foot qui, on va dire, moi, je vais dire, il y a le foot et les autres sports. Mhm. Donc, le volley n'est pas du tout connu. Et en fait, très bizarrement, c'est ça qui m'a attiré vers le volley. Je me D'accord. suis dit, c'est pas connu, je vais le faire connaître au Sénégal. T'es une originale en fin de compte, hein. Ouais. Voilà, donc, Je veux pas faire les choses comme tout le monde, quoi. non, non, ça Ouais. c'est... et jusqu'à présent, je suis comme ça d'ailleurs, je suis atypique Mhm. et j'aime bien et j'assume. Mais oui, oui, c'est parce que c'était pas connu, donc je me suis fait ce Mhm. défi-là avec mon coach. Mhm. Mhm. Et c'est un défi qu'on a réussi d'ailleurs, où
Mhm. j'étais très fière d'être la première fille qui a eu son premier contrat professionnel sénégalaise. Ah, t'es J'étais la première femme sénégalaise à avoir un contrat pas dans ce sport-là? professionnelle. Oui, Contrat pro. oui, Et à quel âge à 19 ans. à 19 ans? Et Oui, donc, toutes ces années avant, tu étais en sport, entre guillemets, amateur. tout à Tu fait. t'entraînais au Sénégal. Tu y allais combien de fois par semaine? Comment ça se J'allais passait une tous les journée jours. type? En fait, Tous les le jours? deal, vu que mon Mhm. père voulait pas que je m'entraîne tous les jours, Mhm. je terminais l'école et je faisais croire que j'avais 1 heure de plus. Et pendant ces 1 heure et demie de plus, j'allais au volley. Après, je rentrais. Donc, je passais ces années-là à jouer. Quand je disais pieds nus robe, c'est pas faux, hein, parce que je pouvais pas me mettre en tenue de sport, sinon j'allais me faire cramer. Donc, et ça m'a fait mal parce que quand je suis arrivée à Clamart, qui était mon premier club, ils m'ont donné une paire de chaussures. Pour moi, c'était compliqué de pouvoir mettre des baskets tous les jours pour m'entraîner. T'en Et raconte-nous un petit peu là. Tu as ton premier contrat pro à 19 ans. Comment ça s'est passé ce jour-là? Alors, tu faisais des études encore? oui, C'était quoi ton compte? Ouais, j'avais mon bac à bac, faire. ouais. Donc, en fait, Ouais. 1 an avant, j'avais l'opportunité de venir en France Uhum. pour faire un raid. Et le raid devait servir pour construire une école au Sénégal. Et ce raid n'a Mhm. pas eu lieu. Donc, j'avais 1 mois à Paris. Première fois que Euh, que tu venais à oui, Paris? oui, T'avais c'était quel la âge? première fois. J'avais 18 ans. À 18 ans, tu viens à Paris, tu as la découverte, quoi. Voilà, découverte totale. J'arrive, j'étais dans une maison hébergée par une gentille dame pendant 1 mois. Et je me suis dit, il faut que je profite de ce mois-là pour me faire voir parce que j'étais Hein? persuadée que j'avais quelque chose. Donc, j'ai contacté, bah oui, je sais pas. J'ai contacté Clamart, j'ai contacté Stade Français, j'ai contacté La Rochelle. Comment Et tu les contactes? Téléphone, t'envoies un message? téléphone, à l'époque, c'était téléphone. Tu vas dans une cabine téléphonique? Non, Tout à t'avais ton fait, portable? Non, tout cabine à fait. téléphonique? Oui, oui, je suis C'est vrai? sortie, oui, oui, tout à fait. J'ai fait cabine téléphonique, j'ai appelé, et encore, ce qui était marrant, parce que vu que je venais du Sénégal, je ne me rendais pas compte qu'il fallait enlever le 0033. Donc, voilà, je vous raconte pas le temps que j'ai mis pour comprendre. Ouais. Et donc, après, le stade français m'avait invité, donc je me suis entraînée au stade, je suis partie. Après le stade, j'ai fait Clamart. Et je me rappelle encore, à chaque fois que je parle, il y a des anecdotes qui me viennent en tête, mais Mhm. j'aurais dû le mettre dans mon TEDx, c'est dingue. Et le premier jour où je suis partie à l'entraînement, comment dire, j'ai dit R1, mais c'est pas le R1. Alors, je sais même plus comment dire. J'ai pris le train à l'envers. En fait, c'était vers Charles de Gaulle, D'ac- j'allais à Nation. Hmm. Hmm. Métro, autant pour moi. Et je l'ai pris à l'envers et je me suis rendu Dans l'autre compte, en sens, fait, dans d'accord. l'autre sens, mais j'ai mis 3 heures pour venir à Clamart. Enfin, voilà. Ouais, mais c'est un classique en même temps. Voilà, Comme ok, le bah, Français ça qui me va à New rassure. York, qui se trompe, il va dans l'autre sens, Et voilà, nord-sud. ça me Bah, à rassure. Paris, Donc, c'est ouais, ouais. voilà, C'est quand j'ai même. pas raté, j'ai pas raté cette raison. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, donc, Clamart a voulu de moi. Donc, je suis arrivée à Clamart et à chaque fois, je lui ai dit, Excuse-moi, Fatou, oui, oui, c'est pas de souci. tu as ton premier contrat Oui, avec Clamart parce que tu les avais contactés, tu es allé les voir pendant ce mois ou qu'est-ce oui, qui s'est tout à passé fait. entre ce mois et c'est des En, discussions avec qui? En fait, je suis allée m'entraîner 2 fois avec Ouais, eux. Ils étaient intéressés pour que je reste même prolongée. Je leur ai dit non, il faut que j'aille faire mon bac et je reviens. tu rentres, ouais, ouais. Oui, il faut que je rentre faire mon bac et si ça vous intéresse, je reviendrai. Donc, à Hmm. l'époque, Amadou Sen, bah, le coach qui m'a appris le volley, était en contact avec Clamart parce que forcément, le monde est trop petit. Lui, il avait joué à Clamart il y a, D'accord. voilà, Tu des pourrais années, dire son années nom, avant. il Amadou s'appelle comment? Sen. Amadou Sen. Oussem. Oui, Amadou Sen. Ok. Oui. Et donc, c'était lui qui était pour parler avec Lamar, le temps que moi, que je puisse faire D'accord. mon bac et puis revenir. C'est lui qui servait un petit peu D'intermédiaire, tout à fait. d'intermédiaire, de. Ok. Tout à fait. Et il a préparé du coup avec eux ta Oui, future arrivée avec un exactement. contrat professionnel Oui, avec un rémunéré. oui,
Et là, comment tu réagis face à ça, toi? Et puis après, quand t'en parles à ta famille, c'est quoi c'est reçu? Oui. Comment tu vas partir du foyer en plus là? Oui, en fait, c'était drôle parce que quand j'ai eu mon contrat, tout de suite, j'ai commencé à dire à ma mère, OK, ce pourcentage-là, OK, non, 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 non. Maman, fais pas de conneries, il faut mettre l'argent là, enfin bref. Et, et j'en parlais à tout le monde était ravi. Je me rappelle, mon père était en séminaire, je ne sais plus. Ma mère l'appelle parce qu'il fallait une autorisation parentale pour que je puisse sortir. J'avais 19 ans et chez nous, c'est 21. D'accord. Et mon père, sa réaction, c'était ah bah non, Hmm. j'ai pas voulu l'écouter, donc maintenant je dois signer ce papier moi-même. Et, ce qui n'était pas possible. Il me disait, bah c'est là que tu vois qu'en fait, c'est moi le père. Et, et du coup, c'était assez compliqué. Je crois qu'on a mis 2 à 3 semaines. Ma mère, ma grand-mère, à le convaincre, à le convoquer en réunion et tout ce qui va, lui proposer tous ses plats préférés et tout. Et, ah oui, oui, c'était vraiment, c'était vraiment une époque, enfin, une période assez compliquée pour moi parce que je savais que s'il ne le signe pas, c'est mort. C'était une opportunité de vie. Hmm. Et au bout de 2, 3 semaines, il a cédé. Qu'est-ce qu'il a fait céder? C'est l'accumulation de toutes ces tentations, entre guillemets? Ou Oui, est-ce que c'est un plat en particulier? Il avait un plat préféré quand vous lui avez fait ce plat, il a dit là, je peux plus dire non. en fait, ma grand-mère, là, il était revenu de séminaire. Ma grand-mère, il a fait, parce que mon père, il adore la viande qu'on appelle tipi chez nous. Il Dibi. adore ça. Dibi, ouais. C'est de la viande, on peut faire avec du feu de bois, il adore. Donc, on a fait son plat, vraiment le week-end festif, parce qu'il aime bien partager, mon père, avoir du monde, Hmm. partager, bien manger et tout. Et à côté, il y avait la procédure de visa à faire. Et ma grand-mère, elle Hmm. a avancé pour que je puisse aller faire l'assurance et tout. Et donc, quand elle est arrivée, au bout d'un moment, ma grand-mère lui dit, bon, entre le plat, moi, quand même pauvre, j'ai mis mon argent dessus, il faut quand même Hmm. que tu cèdes. Hein. Bon, donc, du coup, elle a réussi quand même Hmm. voilà, à bien négocier. Donc, il a signé le papier. Je me rappelle, il avait signé le soir vers 8h, 8h et quelques, juste après le dîner. Je vais dans la chambre et je le regarde. Il me dit, t'as intérêt à ne pas déconner. Parce que là, tu vas habiter seul, tu vas aller quelque Hmm. part où personne ne te connaît. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie Mhm. pas qui tu es, je te fais confiance. Ah, je fais, ok, ben, ok. C'est un bon conseil, que c'est ce que tu as retenu longtemps. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es. Tout à fait, tout C'est à ça fait, le. Ouais. tout à fait. Et Ouais. ces phrases-là m'ont guidé tout au long de ma carrière, me guident jusqu'à présent. Et m'ont même guidé à vouloir, pendant ma reconversion, de reprendre des études parce que quand je reprends les études, il y a un moment donné, je me suis dit, ah, je dois le faire pour lui et pour moi aussi. Donc, c'était des phrases qui restent encore. Mhm. On va voir la suite de ce parcours justement parce que on a envie de. Ok, tu rentres à Clamart, donc dans le 9-2, professionnel de volley, c'est 100% de ton temps. Comment tu occupes ton temps quand tu arrives en France? Les premiers temps, ça se passe comment? C'était difficile les premiers temps parce que j'avais repris, quand je suis arrivée ici, j'avais repris mon bac que j'avais pas au Sénégal parce que vraiment, c'était l'année. J'allais à l'école, mais j'étais trop focus volley. Donc, je m'étais dit, c'est l'année-là, si je ne mets pas tout, c'est compliqué. Donc, du coup, je n'ai pas eu mon bac. Mhm. Et d'ailleurs, mon père était furieux, ce qui est quand même Mhm. logique. Et j'ai repris les études et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout la même chose. Et j'étais la seule étrangère de l'équipe à l'époque. Donc, j'avais quand même toute une responsabilité de pouvoir faire avoir les résultats. Tout ça, et j'aime pas l'hiver. Et l'hiver, ici, l'hiver parisien, le premier, c'était dur. Alors, c'était vraiment compliqué. Ouais. Et vraiment, vraiment, j'ai mis 2 ans. Je me rappelle, ma première année, je ne sortais pas de chez moi du tout, du tout. Euh, Au fil des années, ouais, c'était compliqué parce que je pensais que mes 2 premières années, j'allais pouvoir faire ce que mon plan allait suivre et je me suis rendu compte qu'en fait, que pareil, c'est pas l'Eldorado qu'on pensait en fait. Quand on Mhm. est arrivé, la vie est différente, la culture est différente, euh, Mhm. le volet est différent. Parce que quand je suis Mhm. arrivée, je me suis rendu compte que quand même, il fallait que je reprenne toutes les bases de volet. Heureusement, j'avais de la chance.
J'avais des entraîneurs qui quand même étaient assez ouverts et et voulaient me faire progresser. Donc, je me rappelle, je m'entraînais en plus le midi avec Laurent Delacour qui me le faisait vraiment de façon très bénévole, ce qui était bien. Et les dirigeants qui étaient bienveillants aussi. Donc, il y a un moment donné, même si c'était dur, même si j'arrivais pas quand même à me dire, j'avais pas l'objectif que j'allais, en plus de ce que mon père me dit, en plus de cette bienveillance-là, donc j'avais moi tous les clés en fait, toutes les clés pour pouvoir persévérer dans ce volet. Persévérer, mais en fait, entre le rêve Oui, euh, et puis la réalité, c'est quand même une douche un peu froide, à oui. cette période de l'année en plus, le manque de soleil. Qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es vraiment dans le dur, quoi? Tu dis, là, c'est vraiment trop dur, il faut que je rentre parce que... Qu'est-ce qui te manque trop? Je me rappelle à l'époque, c'est même Clamart, le club qui m'a dit, on te prend un Ouais. billet, tu rentres. Ah ouais, Ils m'ont laissé partir au Sénégal 2 semaines. Ils m'ont dit, va te ressourcer parce qu'ils ont vu que j'étais vraiment pas bien. d'accord. C'était, en fait, il y avait le froid, mais il y Mhm. avait aussi le fait que quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ce que je devais faire moi chez moi, ça manquait en fait. Je me suis dit, quand j'étais venue, je pensais que j'allais au bout de 2 ou 3 mois résoudre tout le problème de chez moi. Et Mhm. en fait, non, c'est du temps. Il Mhm. faut que moi, je m'adapte ici. Une fois que l'adaptation soit faite pour que ça puisse monter crescendo, j'avais oublié qu'il fallait... maintenant, j'ai 2 maisons, je n'ai pas une maison. Enfin, qu'il fallait que moi, je me nourrisse, que je nourrisse de Mhm. l'autre côté, qu'il fallait que, déjà, que je m'équipe. L'hiver est là. Donc, il y avait beaucoup de paramètres que je n'avais pas calculés, qui étaient quand même normal hein, pour quelqu'un Mhm. qui vient d'arriver. Mais quand je suis partie au CEDA, comme j'avais dit, j'avais réparti l'argent en disant ça, on fait ça, face à ça. Et là, je me suis rendu compte en disant, ah bah, bah, ce ne sera pas ça pour l'instant. OK. Et donc, du coup, j'avais cette pression de me dire, mes frères grandissent et je crois, ma sœur, elle a repris l'école. Elle a repris l'école de façon pas habituelle parce qu'elle avait raté des années. Donc, il fallait aussi payer son école. Donc, il y avait tout une balayage à faire. Et je me suis dit, combien de temps ça va me prendre pour pouvoir vraiment tout prendre en charge et que vraiment mes parents souffrent enfin. Donc, c'était lourd. C'était très, très lourd. Et je crois 2 ans, 3 ans après, je me blesse au poignet. J'avais le tendon qui était déchiré, qui était à vraiment quelques millimètres de partir vraiment complètement. Et le médecin, enfin le docteur qui m'a opéré, il m'a dit, bah, moi je pense que vous allez jouer pas plus que 2 3 ans. Mhm. Et là, je me suis dit, 2 3 ans de plus, c'est impossible que je puisse réaliser ce que je dois réaliser. Mais je fais comment? C'est pas possible. Euh, Là, j'ai parlé avec Laurent Delacour, c'était mon deuxième coach confident. Mhm. Je lui ai dit, je veux être pro et comment on va arriver pour que je sois vraiment pro? Parce que, OK, à Clamart, je suis Mhm. pro, mais je suis Mhm. pro et j'arrive pas à réaliser mes rêves. Je veux être la pro qui réalise ses rêves. On fait comment? Ah ouais, alors justement, tu vois, quand tu étais jeune, ado, tu rêves de faire du sport à Oui, 19 ans, ça y est, tu l'as. Bon, finalement, c'est plus compliqué que ce qui était prévu, puis l'adaptation. tout à fait. Mais en fait, quand tu as ce moment-là, c'est quoi le nouveau rêve en fait? Tout à fait. J'ai atteint le premier, ce serait quoi? Comment tu t'imaginais la suite? Qu'est-ce que tu rêvais à nouveau? C'était quoi le En- truc? voilà, donc le rêve à nouveau, c'est de pouvoir. À l'époque, je m'étais dit, j'arrive en France, j'apprends le volet, je stabilise, je prends toutes les bases qu'il faut. Je vais en Italie ou je vais ailleurs parce que le volet était beaucoup plus populaire là-bas. Donc forcément, Mhm. je serai dans des meilleures conditions, tout ce qu'on veut. Alors, Laurent m'a mis un plan en me disant, bon, OK, sportivement parlant, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que j'adapte mon volet parce que, mine de rien, je suis petite, hein, je fais 1,83 m et je suis très fine. Donc, on voulait quand même, on cherche 2 mètres et des filles qui sont Mhm. hyper lourdes. Donc, du coup, on a travaillé la vitesse, on a travaillé la défense des quelques particularités de mon poste qui étaient différentes de ce que les autres, elles ont, Mhm. pour que je puisse sortir du lot, en fait. Et dans quel but, tu vois, sortir du lot, à s'améliorer, mais dans quel but, c'est quoi t'as une équipe qui te fait vibrer, tu veux être en équipe Mais nationale, c'est quoi ton truc en fait, absolu? j'étais en équipe nationale déjà, mais je m'étais dit, si je dois jouer les Champions League, si je dois confronter les grands, il Mhm. faut que j'ai quelque chose, sachant que j'ai pas la taille ni le poids. Mhm. Donc, il faut que j'ai quelque chose de particulier. Et c'est là qu'on a travaillé ma vitesse de volet et d'autres parties. Euh, et aussi, on s'est, enfin,
On s'est dit, à l'époque, les réseaux sociaux, j'ai créé ma page sur Facebook, je commençais à parler de moi. Et je commençais aussi à mettre des contenus. Mhm. Des contenus parce qu'en fait, le volley que je jouais, moi, mon profil de volley, en Europe, je ne le trouvais pas beaucoup. Donc, il n'y avait que l'Asie où ça joue vite. Vraiment. T'as vraiment, excuse-moi, une question déjà. Tu disais que tu étais en équipe nationale, c'est France ou Sénégal? Sénégal. D'accord, donc il y a une équipe nationale là-bas. Comment tu fais d'ailleurs entre la France quand tu as ton club et les matchs avec l'équipe nationale? Ça se passe comment? En fait, quand j'étais convoquée par l'équipe nationale, le club me libérait Mhm, automatiquement. Donc, j'allais compétir. J'ai joué avec l'équipe nationale jusqu'en 2017. mhm, Donc, 2017, donc, c'était dans les contrats de la fédération internationale. Donc, les clubs, en gros, n'avaient pas trop le choix. Donc, j'allais pour jouer pour l'équipe nationale. 2, 3 semaines, je revenais et je continuais mes matchs avec le club. Donc, ça se passait comme ça. Donc, et du coup, ça a marché, en fait, avec les réseaux sociaux et les entraînements en plus que j'avais. Laurent qui me prenait en charge physiquement aussi. Et mhm, du coup, je l'ai gardé toute ma carrière. Parce que je me suis dit, ça marche. mhm. Tu bouges pas. Tu changeais de club, mais par contre, tu gardais Laurent pour Tout à, ta préparation quoi, athlétique, physique, tout à fait. coach. Oui, tout à fait. C'était ton coach personnel, quoi. Tout à fait. Tout. Il me faisait ma préparation physique l'été. Et, D'accord. oui. Et Mhm, dans les clubs, je combinais, même s'il y avait un préparateur physique, je mhm, parlais avec Laurent parce que il me connaissait. Et j'avais toujours cette... je ne sais pas comment on dit... euh, les gens, ils disent demi-dieu. En gros, moi, je le considère comme un demi-dieu. Parce que c'est quelqu'un qui me connaît physiquement. Il est capable de me dire dans 2 semaines, je vais être à ce point-là. Dans 2 semaines, je suis à ce point-là. Donc, mhm. voilà. Donc, ça, je me suis dit, c'est quelque chose quand même. C'est une chance pour moi. Je vais pas le laisser partir. Et je suis contente et je suis fière de pouvoir le garder toute ma carrière. J'apprends plein de choses, moi encore, je suis content. Je connais une grande partie de ton parcours, mais j'apprends encore beaucoup de choses. C'est Je suis, vrai. je suis ravi de ça. Je t'en Ouais, prie. merci. Allez, on boit un coup, on fait la petite pause. Moi, je coupe souvent mon micro, personne ne l'entend, hein, mais quand je coupe mon micro, c'est pour tousser. Voilà, donc c'est du live, hein, chers auditeurs. Donc, à votre santé. Voilà, on va continuer avec Fatou sur son parcours. Il y a eu d'abord l'arrivée en France. Il y a eu Clamart, Laurent, le super entraîneur. Et puis, on a hâte de savoir la suite, parce qu'en fait, est-ce que tu as été à l'international? Tu voulais être en équipe, ce serait quoi? Tu parlais de Champions League. Et C'est ça un aboutissement pour un sportif un volleyeur ou une volleyeuse, c'est de participer à cette fameuse Champions League? en fait, pour dire vrai, si on regarde mon parcours sénégalaise, volet pas connu, un sport où je sais que, par exemple, atteindre les JO avec le Sénégal, ça allait être compliqué parce que c'est un sport vraiment pas connu. Donc, il fallait que je trouve un autre objectif qui ne serait pas les JO, par exemple, mais qui quand même reste un objectif difficile à atteindre. Mhm. Et j'étais assez quand même contente de pouvoir atteindre ces Champions League-là parce que, pareil, j'ai été la première africaine à gagner les Champions League. Attends, tu vas trop. Attends. C'est avec Clamart, c'est dans quel club? Non, c'est avec une équipe thaïlandaise. T'es, t'es parti. Attends, quand est-ce que tu quittes Clamart pour aller. C'est en Thaïlande ou t'as fait d'autres clubs avant? Oui, en fait, oui, j'ai fait Calais. Ouais. Après Clamart, Calais? j'ai fait Calais. Après Calais, Ouais. j'ai fait Nancy. Nancy? Après Nancy, je suis allée à Quimper. Ah, ok, d'accord, ça fait tout le nord de la France là. Là, pour l'instant, en fait, j'avais le Sud, mais à l'époque, le Sud, Hein. quand même, c'était des gros clubs où je savais que c'était pas encore Ah, le moment d'y aller. Donc, t'étais pas j'étais encore quand même, prête. voilà, en fait, j'ai fait mon plan de carrière, mais je l'ai fait de façon très lucide quand même, je pense, hein, Ah, sans ouais. trop Progressive. voilà, progressive. Parce qu'en Ouais. fait, j'ai toujours cru en me disant euh, step by step. Il n'y a pas besoin de Ouais. sauter haut pour après redescendre vite, ça sert à rien. Surtout quand on est volleyeur, ouais, la chute peut être brutale. Voilà, donc la descente peut être vraiment. Donc voilà, donc Hmm. après, c'est après Quimper que je suis allée en Azerbaïdjan. Et Azerbaïdjan, on a joué les Champions League. C'était ma première fois les Champions League là-bas. Quand ça se passe le recrutement là, puisqu'on tu navigues dans quelques clubs en France et d'un seul coup il y a c'est ton je cherche le terme. Toi, t'as un L'agent, agent, c'est oh, comment ça se passe? ils m'ont contacté via Messenger, les pouvoirs des réseaux sociaux.
Waouh, donc tu étais sur Facebook, tu racontais ta vie sur Facebook, tu partageais du contenu et ça, finalement, bah, c'est la magie des réseaux sociaux. Mais Là, tu as cette équipe qui te suivait peut-être de loin et ils prennent contact avec toi sur Messenger. Ils n'ont pas ton numéro de téléphone, non, mais il sur l'avait Messenger. pas. Il m'écrivait. En fait, c'était une équipe thaïlandaise au début. J'ai fait les Mhm. playoffs en Thaïlande. Et en Thaïlande, vu que le volley est suivi, toutes les équipes qui font Champions League, ils regardent quand même le volley thaïlandais. Et c'est là où j'ai Mhm. été détecté par des clubs qui font les Champions League. D'accord. Donc, Thaïlande là était vraiment l'intermédiaire pour que je puisse atteindre les gros clubs. Donc, c'était le manager thaïlandais, il m'a contacté et il m'a dit on cherche une chose rapide et tout, et vraiment, tu es dans notre profil étrangère, est-ce que tu peux venir nous aider pour on a 2 semaines de playoff, tu viens, tu nous aides et tout, non, non, non. Et je me suis dit, ok. Et bizarrement, j'ai dit, bah, j'y vais. Et quand j'en parlais à ma famille, tout le monde me disait, Thaïlande. Ah, Qu'est-ce que tu vas sur une plage mais qu'est-ce que tu fais là-bas et tout. J'ai dit, bah écoutez, ils m'ont contacté, bah, mais je vais y aller quand même. tu Ok, vas. Ouais. j'y vais. On Tu fait vas, les c'est deux. juste un premier rendez-vous pour se prendre, pour Non, j'y échanger, vais pour partager. jouer. Non, pour jouer. Directement, t'as pas Ah eu oui, oui. de. Je suis arrivée le jour même, je me suis entraînée le soir. Hmm, hmm. Je m'entraîne le soir et je m'entraînais. Je me rappelle, ils m'ont dit, ne mets rien sur les réseaux, tu vas être notre surprise pendant le match et tout. Ah oui, mais c'était trop drôle. Et j'y arrive déjà. C'est le match où vraiment j'ai tremblé parce que j'arrive, il y avait beaucoup de monde. Vraiment, Thaïlande, et on a joué dans un centre commercial. Ah, Et en fait, quand j'en parle, je me dis, enfin, c'était exceptionnel, mais en fait, non, c'est pas exceptionnel. Eux, le volley est tellement populaire là-bas hmm. qu'ils déménagent tous les commerçants pour faire un terrain de volley dans leur centre commercial. D'accord. C'est, Et là, c'est, tu ouais. découvres cette ferveur comme ça. Ça va C'était être vraiment, magique. ouais. Ouais, c'était magique. On termine vice-championne. Donc, je rentre chez moi parce que vu que c'était 2 semaines, pour moi, il n'y avait pas de lendemain, en fait. Et Ah, je reviens et c'est là que le club à Bakou m'a contacté en me disant, on va jouer les Champions League, rejoins-nous et tout. hmm. On t'a vu jouer en Thaïlande. Je fais, oh, ok, c'est parti, Fatou. Allez. Tu dis ok, c'est bon. T'as pas Là, un autre là, club français qui te propose. si, j'avais, mais le club, il me proposait Challenge Cup. Hein. Il y avait un club suisse qui me proposait, pareil, c'était Mhm. CV Cup. Donc, entre ces trois-là, Champions League gagne tout. Donc, et je savais, Il n'y a pas pareil, c'était photo. l'occasion. Voilà, c'était l'occasion Ah. où je pouvais le faire parce que j'allais jouer avec la meilleure passeuse du monde, la meilleure centrale du monde. Ah J'avais oui. trois top joueuses du monde. Ah oui, Donc, d'accord. quand on te présente la chose, donc là, on ne peut pas dire non. Ah, t'es dans le top mondial là. Euh, Et toi, ton rôle, c'est, enfin, ou ta singularité, c'est ta vitesse, Tout t'es à fait. explosive. Exactement. Exactement. Tu sans rentrer trop dans la technique, mais quand même, pour ceux qui ne sont pas de relayeurs, et j'en fais partie, c'est quoi la plus-value d'une personne comme toi dans le dispositif? C'est plutôt défense, c'est l'attaque, c'est la passe, c'est de pouvoir récupérer. C'est plutôt quoi le... L'attaque. L'attaque, c'est, oui, le plus-value, c'est l'attaque. Et aussi, bon, le libéraux, c'est bien. Et la passe, celle qui fait la passe aussi, elle est Ouais. importante. T'es C'est très une... polyvalente? Non, moi, je suis très... Alors, je suis une pointue. T'es une euh, pointue, Pointue attaquante. comme Aurélien. Mais Aurélien, comme Rosier aussi. Et oui, Donc, Aurélien qu'on salue, hein, qu'on a podcasté, ouais, l'enfant rebelle. ouais, voilà, voilà. C'est Antonin Rosier aussi, lui. Donc, et puis Ouais, voilà, comment je vais dire. Donc, du coup, étant pointu, la particularité que j'avais, c'est que j'arrivais à jouer vite, mais je défends aussi. Et en général, d'accord. les pointus, ils défendent pas. La D'accord. défense, c'est pas leur... Ouais, ils Et tapent, toi, c'est tout. Voilà. tu as le cardio et tu peux aller Voilà, que voilà, sur... voilà. Ok. Ouais. Voilà. Du Hmm. coup, c'était ça ma Ça a servi particularité. d'avoir toutes ces années d'enfance pour aller courir à l'école, 10 Eh km ben matin, voilà, je me soir. suis préparée, en fait, sans faire exprès. Ouais. Ouais, ouais. Tout à fait. Comme quoi, ça Et là, sert tu te toujours. retrouves avec les meilleures joueuses mondiales et c'est une année exceptionnelle. Enfin, tu trouves ta place parce que là, pour le coup, tu trouvais ta place avant parce que tu avais quelque chose de plus. Là, J'avais est-ce un que t'as pas quelque background. chose... Mais là, t'as pas quelque chose de moins par rapport aux autres? Tu te sens pas, entre guillemets, inférieur, un peu petite par rapport à ces stars? Alors, en fait, quand je suis arrivée, déjà, j'étais pas Hmm. censée jouer, en Ah oui. gros. Hmm. Déjà, j'étais pas censée jouer. Euh, Par la force des choses, je sais pas si je peux le dire comme ça, parce qu'en fait, l'entraîneur, il voulait jouer vite. D'où,
ils prenaient que des joueuses qui sont censées jouer vite. Sauf que quand tu arrives quelque part où il y a des tops, bon, c'est les tops qui vont commencer à jouer, sauf qu'il y a des tops qui ne savent pas jouer vite. Donc, du coup, on commence à perdre. On perd 5 matchs de suite. Et on fait une réunion et on se pose des questions. Pourquoi on perd, pourquoi nanani, jusqu'au moment où on me pose la question. Fatou, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, on perd parce que je ne joue pas. Et il me dit, ah bon, ok. Le président, il dit, bon, prochain match, on va te faire jouer. Par miracle, on gagne 3-1. Donc... L'insolente, elle avait raison. Donc, voilà. Donc, j'ai dit, ok. Et après, c'est parti. C'est parti. Bon, voilà. Je dirais par chance parce que vraiment, quand je l'ai dit, et le lendemain, quand on m'a dit, tu vas jouer, j'ai quand même stressé un peu. Mais bon. Après, je me suis dit, j'étais avec la meilleure passeuse du monde, on a bien bossé. Après, elle a trouvé mon ballon et c'est parti. Voilà, c'était... Et ça se trouvait, elle était thaïlandaise. Donc, du coup, voilà, ça a matché, quoi. Tu rentres vraiment dans l'équipe, là. Oui, là, c'était... titulaire. Titulaire. C'est parti. Tu fais une saison, puis d'autres après? J'ai fait une saison. Après, moi, la thaïlandaise et la libéraux qui était thaïlandaise aussi, on part en Thaïlande dans le même club. On a fait un projet de 2-3 ans à peu près là-bas. Et c'est avec elle que j'ai gagné les Champions League. Du coup. Ah là là, alors ça y est, le moment de gloire, quoi, en fait, quelque part. Là, tu étais sur le circuit, il n'y a pas mieux. Et avec cette équipe, c'est quelle ville d'ailleurs? C'est quelle équipe? C'est à Bangkok Suprême, ça s'appelle. Bangkok Suprême, d'accord. Oui, et avec cette équipe-là, vous gagnez la Champions League. Oui, on gagne la Champions League et je termine meilleure joueuse, donc je pouvais pas rêver mieux, en fait. Meilleure joueuse de... Ah ouais. Waouh. Ouais, et là, j'ai fait, OK. Là, quand même, j'ai atteint, voire même plus que ce que j'espérais, parce que je ne m'attendais pas à être quand même meilleure joueuse. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'était des belles années. Après, tout de suite derrière, forcément, il y a tout qui vient derrière. Il y a la Corée qui vient derrière, parce que forcément, tout le monde regarde la Thaïlande. Et dès qu'on perce en Thaïlande, naturellement, les autres clubs nous veulent, quoi. Et ce n'est pas forcément des meilleurs clubs, mais ils payent mieux pour pour faire monter aussi leur niveau. Tout à fait. Exactement. Donc, tu pars en Corée? Oui. Et tiens, tu bourglingues, tu voyages, tu fais des compétitions dans toute l'Europe. Ta famille, comment elle voit tout ça? Est-ce qu'ils arrivent à suivre? Ils ne suivent pas vraiment? Comment ils voient ça à distance? Alors, à distance, ils étaient assez contents parce qu'en fait, moi, j'ai toujours tenu à rentrer au Sénégal. Donc, je rentre chaque année 2 fois minimum. 2 fois par an, tu reviens au pays? Oui. D'accord, voir la famille. J'ai besoin. Eux aussi, ils ont besoin. Pour te ressourcer, comme tu disais tout à l'heure? Il faut. J'ai toujours... j'ai jamais coupé les ponts et j'arrivais pas du tout parce que c'est un besoin que j'avais. Donc, du coup, sur ce plan-là, on arrivait quand même parce qu'eux, ils savaient quand même que je le faisais aussi pour eux. Donc, j'avais, après, tout le soutien de la famille derrière moi, mes frères, mes sœurs, mes parents, même la famille de loin. Tout le monde était là à soutenir, même si, bon, tout le monde me disait, t'as quand même la bougeotte, mais bon, après, c'est la bonne bougeotte. On se refait pas. Voilà. Mais j'avais quand même ce côté-là, soutien. Mon père, il commençait à venir doucement, comment, je ne sais pas, et jusqu'au moment où il est venu me voir en Corée. Là, par contre, là, il a complètement adhéré parce qu'il a vu comment les gens étaient avec moi, comment les gens... Mais toi, on se rappelle que tu arrives en France à 19 ans. Oui. Bon, 18 ans, tu découvres, mais à 19 ans, c'est pas aussi bien que ce que pendant le premier mois, c'est l'hiver, etc. Tes parents avaient déjà voyagé, t'es déjà venu dans d'autres pays, ta maman, ton papa? Ma mère avait fait ses études en France, mais mon père, non. D'accord. Mon père, la première fois qu'il est venu me voir, c'était en Corée. Il t'avait jamais vu jouer avant? Non. Et là, t'as quel âge à ce moment-là? Corée, j'avais 32. Ouais. Je devais avoir 32 ans. Et de 19 ans à 32 ans, ils t'ont jamais vu jouer, en fait? Ma mère, oui, mais mon père, non. Parce que mon père, il était resté dans son orgueil de... Ok, ça se passe bien, mais bon, voilà. Ouais. Je pense qu'il voulait, mais il n'osait pas.
Après, c'est mon club C'est pareil. orgueilleux, un papa, c'est fou, quoi. Voilà, j'ai ma stature, je montre pas mes émotions. C'est Alors, ça. je mets mes mots, hein, c'est pas, je C'est connais pas ça, mais c'est ça. personnellement, mais je l'ai pas connu parce que je sais que ton papa est plus là aujourd'hui, mais je fais un peu de caricature et c'est vraiment Euh, le cliché, quoi, ton papa sur le côté un peu froid. Je montre pas mes émotions, c'est ça? En fait, c'est pas qu'il montrait pas ses émotions. En fait, il Ouais, arrivait pas. Il disait, par exemple, sa façon de montrer l'amour et qu'il nous aimait, c'était différent. ouais, Et nous, étant enfants, on s'attendait, enfin, on voulait plus, si on peut le dire comme bien ça. sûr, oui. Mon père, quand il était content ou fier, devant un repas, on peut le voir. Waouh, c'est trop bon, nanana. Mais après Mhm, un repas, il ne le montre pas. Il ne montrait pas que, il mhm, montrait pas qu'il nous aimait comme un ouais, malade. ouais. C'est après la Corée, là, il commençait à vraiment s'ouvrir, à, à nous montrer à quel point il nous aimait et à nous le dire surtout, en fait. Alors sa grande fille, qu'il a un peu provoqué quand même, pas qu'un peu, pendant toute son adolescence, son enfance, son adolescence, et puis bah là, qui est parti s'affirmer et vivre ses rêves. Ton papa, bon bah il a de l'orgueil, on peut le comprendre, et puis donc, bon, il te laisse après pas mal de Comme, manipulations de toi, de la grand-mère, de la maman, enfin tout. Mais bien, donc, on en tire des enseignements. Vous avez besoin si les gens nous écoutent, vous avez besoin d'une négociation, vous appelez Fatoué, vous expliquez comment négocier, hein, une négociation tout à fait. difficile. T'as des armes pour ça. Et Oui, attends, ton papa, il arrive avec ta maman, ils viennent tous les deux en Corée pour te oui, voir. oui. C'est quoi? C'est un grand, c'est une grosse épreuve, c'est un tournoi, c'est quoi ça, à ce moment-là? C'était un match de playoff. En fait, un match pour accéder au playoff. Parce qu'il faut savoir qu'en Corée, Ouais. il y a 6 équipes et il y a 5 rounds, voire 6. Et c'est Ah, compliqué quand même pour se qualifier en playoff. Et donc, du ouais. coup, l'équipe a senti que là, voilà, parce qu'en Corée, j'avais pas la possibilité de faire les 2 fois dans l'année. Parce qu'au mois de décembre, Hmm. on joue tout le mois de décembre. Donc, du coup, je pouvais pas revoir ma famille qu'en fin de saison, en fait. Donc, eux, connaissant mon histoire, ils se sont dit, bon, là, c'est la partie où on a vraiment besoin d'elle et tout. On va essayer de faire venir sa famille vu qu'elle peut pas aller les voir. Hmm. Donc, je me rends compte et ils me disent, ouais, on veut faire venir tes parents et tout. Au début, je me suis dit, ah, parce que je pensais pas que mon père allait dire oui. Et je sais toujours Ouais. pas comment ils l'ont convaincu. J'en sais rien du tout. Et, le lendemain, je crois 2 jours après, parce que c'est en 48 heures, ils me l'ont dit. J'ai appelé mes parents. 48 heures après, ils étaient dans l'avion. Ouais, c'est... Et le club, il me dit non, on a appelé l'ambassade pour qu'il fasse le visa dans la journée, patati patata, parce que le match devait se faire le week-end, samedi. Ils arrivent, mes parents, le vendredi, et le jour du match, je les vois au stade et tout, on arrive. Et ce match, c'était fou parce que vraiment, tout était organisé. Il y avait l'ambassade du Sénégal là-bas, il y avait les drapeaux du Sénégal partout. C'était ouais. Il y avait ma tête partout, tu sais, les grosses pancartes là, partout. Et pareil, je rentre, il y avait mon... Tu sais, au Sénégal, on a des guides spirituels. Ils avaient une grosse pancarte de guide spirituel avec le mot que je disais avant de jouer. Il y C'est quoi le mot? avait Seigne Fallo Amun Borom. Et ça veut dire quoi? C'est voilà, c'est en fait pour dire que, en gros, que c'est lui mon guide spirituel et que, D'accord, d'accord. voilà, des choses comme ça. Et je rentre, pareil, échauffement, ma musique sénégalaise. Et là, je fais, mais je me tourne, je vais à mes parents. C'était vraiment. Il y avait tout pour que je puisse bah, briller ou pas, d'ailleurs, parce que j'aurais Hein. pu aussi. Mais Ouais. heureusement pour moi. Et j'ai mal entamé le match, hein, pour dire vrai. Hein. Je peux me Mhm. la péter maintenant, mais au début, c'était pas ça, parce que j'avais l'émotion et tout. C'était pas. J'ai mis un set et demi pour rentrer dans le match, parce que franchement, j'ai mis du temps. Submergé par tes Ah émotions, ouais, t'étais pas ouais, dans le match, quoi. pas Ouais. du tout. Et après, dès que j'étais dedans, là, c'est Hein. parti. Là, c'est parti, on se qualifie, ça y est, et tout. Et mes parents, ils descendent. Et je vois les larmes de mon père, de ma mère, j'ai l'habitude parce qu'on voilà, on se connaît, mais les larmes de mon père. Et, cette Ce phrase jour-là, t'as eu les larmes de ton papa? Ouais. qui est des larmes de fierté, là, je me suis dit, La fierté. c'est, c'était. Et c'est pareil, et je recommence à trembler, tellement je n'en revenais pas. Hmm. Et il m'a serré fort, Ouais. mais fort vraiment. Où là, j'ai su que voilà, c'est ce que j'attendais en fait depuis des années. Hein. J'attendais ça. Et
Ça a été un nouveau... T'avais tes Ouais. frères et sœurs dans le voyage ou il y avait que tes parents? Il y avait que mes parents. Ouais. Il y avait que mes parents. Et c'est l'année d'après, ils ont fait venir mes frères et sœurs. Donc, ils ont... D'accord. voilà. Et après, mon père, pareil, pour fêter ça, il est sorti Mm. sous la neige en t-shirt et tout. Enfin, c'était vraiment tout un an, mais c'était magique. C'était formidable. Ouais. Et à quel moment de ta carrière tu te dis, enfin, t'as cette sorte, pas d'illumination, tu mettras le terme que tu veux là-dessus, mais bon, tu dis, waouh, je me rends compte de tout ce que j'ai fait, de tout ce parcours quand j'étais gamine, pieds nus, aller à l'école avec ma sœur qui tombe dans le coma pendant 5 années, et puis après prendre le risque de partir, de ces moments sombres ou difficiles, en tout cas à Paris, l'hiver, 1 an, 2 ans d'adaptation, enfin région parisienne. Toi, à quel moment tu refais le film de ta vie, tu dis, waouh, je suis là aujourd'hui, c'est merveilleux. Je l'ai fait à 34 ans. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais à 9 ans, c'est peut-être, comment dire, je sais pas quel mot je peux mettre, j'avais mis une liste en fait. Et dans ma liste devait se terminer à 34 ans. Et à 34 ans, j'ai fait le bilan et je me suis dit, en fait, j'ai coché toutes les cases, avec des années différentes, mais j'ai quand même coché. Avec des années en retard, c'est-à-dire, si j'avais mis à 25 ans, je voulais me marier, 27 ans, avoir un enfant, 22 ans, commencer à avoir des gros salaires. Bon, je l'ai eu à 25 ans, pas 22 ans. Mais toutes les phases que j'avais mis sur cette liste-là ont été cochées à 34 ans. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as retrouvé cette liste, non? Elle a toujours En, été à f- côté de toi ou? en fait, j'ai cette liste. Et là, en gros, la fin de la liste, c'était d'avoir un enfant. Mhm. Et c'est quand, le jour où j'ai accouché ma fille, j'ai pleuré, mais j'ai Mhm. pleuré en me disant, waouh, la fin de ma liste. Parce que je savais qu'après, il fallait que je revoie une nouvelle liste. On va en Et parler après parce que justement, c'est ouais, à 34 ans que tu deviens maman. je suis devenue maman à 36 ans, 37 ans, 36, il y a 2 ans. D'accord. Et alors à 34 ans, t'as pas encore ta fille, Non, mais c'est en retrouvant cette liste, elle était où? Tu l'as écrite sur une... Attends, je suis très curieux là. Tu l'as écrite sur un bout de papier, cette c'est liste, et un agenda, c'est un gros agenda qui est dans tous mes papiers là. Et je me rappelle, cet agenda-là, c'est ma mère qui me l'avait offert en 2000. Ouais, en 2000. Elle m'avait Ouais. offert cet agenda-là avec comment dire, avec une sorte un petit coffret où je pouvais mettre mes bijoux que j'ai toujours. Et j'ai gardé ces deux trucs-là que j'ai toujours avec moi. Ouais. Et cet agenda-là me servait de mettre des choses que je tenais à Mhm. faire et tout ça. Donc, c'était marrant de, de pouvoir me dire, OK, I did it. Ouais. Et cet agenda, tu l'as toujours gardé avec toi? Oui, je l'ai toujours, je l'ai dans Tu l'as tous mes encore affaires. avec toi Ouais, là? ouais. Parce C'est que je veux c'est le quoi? passer à ma fille après, Oh là 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 là. Mais avec c'est le quoi coffret. dessus? C'était quoi la première image de ton agenda? C'est tout bleu de nuit. C'est en Y a- gros. C'est c'est- dommage. C'est ça, j'aurais pu le montrer. Ah mais Oui, tu m'enverras en photo, je le mettrai. Alors si tu ok. m'autorises, mais je Oui, trouve ça oui. trop. Mais c'est fou quoi. Ah, tu sais, ça fait penser à plein enfin plein. Non, il n'y en a pas tant que ça, mais les gens qui réalisent des rêves, il y a souvent ce truc. Enfin, parfois c'est Mm. écrit, parfois c'est un Ouais, tout à dessin, fait, tout à et fait. c'est un marqueur extrêmement fort et c'est tellement ancré dans le cerveau que ça se réalise comme tu nous dis quoi. Oui, oui, Tu Cet agenda, il t'a toujours suivi. oui. C'était pas Jeanne et Serge dessus la couverture, non? Écoute, c'est vraiment. Je, je t'enverrai une photo. Ouais. Tu connais pas Jeanne et Serge? C'est né. Si. Je Tu regardais regardais ça ça? quand j'étais enfant, oui. Mais je me rendais pas Tu, compte que c'était du volet d'ailleurs. Ça t'inspire. Oui, d'accord. Ouais, tu savais pas. Je savais même pas que c'était ça le volet. Donc. D'accord. Mm. Tu t'es jamais identifié à Jeanne ou à un de ces Ah non, personnages du tout. Je le de regardais, dessin mais animé? j'étais fou amoureux du volleyball. Non, non. C'est quand Ah. je suis arrivée en France que les gens m'en parlaient que je me suis rendu compte que Ouais. c'était. Je regardais ça quand même. Oui, oui, Ouais, d'accord, ok. oui.
T'as 34 ans, il y a cette révélation, ce moment d'aboutissement, même si t'as pas encore ta fille, mais je peux comprendre que quand on a un enfant, il y a un moment donné, il y a toute une vie qui se déroule, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 34 ans, il y a cette prise de conscience? C'est un match, c'est quoi? C'est à quel moment tu... En fait, quand je m'étais dit, ce serait Hein. exceptionnel pour une sportive, en fait, d'aller jusqu'à 34. Donc, je voulais Mm. pas déjà aller où. Donc, quand même, je me suis dit, OK, si tu joues jusqu'à 34 ans, c'est formidable. Ouais. Donc, j'avais pas mis mes plans au-delà de 34 ans. Et me Mais dire ça, après, ouais. ouais, Ça a après, duré malgré tout, mais... ouais, voilà. Et en me disant, après ces 34 ans-là, j'allais commencer à Mm. pouvoir faire un enfant, fonder une famille, Mm. tout ça. D'accord. Donc, c'est vraiment à partir de ces 34 où je commence là à basculer vers reconversion, Mm. famille, tout, parce que, voilà, pour moi, c'était plus sage Ouais. d'arrêter sa carrière à 34 ans. D'accord. Parce qu'à 9 ans, tu avais, entre guillemets, senti ton intuition, tu avais dit jusqu'à 34 ans pour des raisons de performance, Tout à fait. enfin voilà, une logique. Et c'est pour ton anniversaire, le jour de tes 34 ans, Voilà. que tu as cette prise de conscience, ou non, c'est au cours de l'année, à un moment donné, comme ça, inattendu. C'est au cours de l'année, en fait. Je me rappelle, à 34 ans, j'étais à Aix-en-Provence. Et je Mhm. disais au club, quand signant, je leur ai dit, c'est ma dernière année. Et eux, ils Mhm. m'ont dit, mais comment ça et tout. J'ai dit, non, c'est ma dernière année en pro, c'est sûr. Mais ça, tu peux jouer, tu as encore la forme, tu peux dire. J'ai dit non, en fait, parce qu'il y a un moment à tout. Mhm. euh, et vu que je l'avais décidé, me connaissant, si je vais au-dessus, j'aurai une surprise que je n'aurais pas aimée. Donc, je me dis, OK, commence maintenant. Donc, le club avait Mhm. organisé une belle fête pour moi. Et je leur ai dit, je peux peut-être reprendre, mais ça va être amateur. Mais pro, c'est sûr que c'est ma dernière. J'étais sûre et persuadée. En Mhm. signant, j'ai dit, c'est ma dernière. Une question qui m'est fait à l'esprit, excuse-moi, je sors un petit peu de la chronologie, mais le, tu disais tout à l'heure que beaucoup de sportifs aspirent à aller aux Jeux Olympiques. Mhm. Toi, étant sénégalaise, l'équipe du Sénégal, c'est compliqué, j'imagine, pour accéder à ce niveau. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas des tentations ou des propositions pour être dans l'équipe de France, double nationalité? C'est quelque chose qu'on t'avait proposé ou pas du tout? Quand j'étais jeune, oui. Quand je suis arrivée en Mhm. 2009, j'avais cette opportunité-là. Mhm. Je m'appelle, j'étais à Clamart et il y avait une fille, catch, qui était en équipe de France. Elle m'a dit, franchement, je pense que c'est Mhm. possible et tout. Mais comme je disais, moi, je tenais quand même à garder ce lien-là avec le Sénégal. Et pour moi, c'est cette façon-là de pouvoir, quand même, je ne Mhm. peux pas partir pour dire, je veux que les gens connaissent le Sénégal. Parce qu'en fait, j'avais double objectif de faire connaître mon pays et le volley. Donc, je me dis, si je joue pour l'équipe de France, les gens ne parleront pas du Sénégal. Bien sûr. Donc, il fallait quand même que je reste avec eux. Ça permet de comprendre la suite parce que là, tu penses à ta reconversion à Oui, 34 ans, à être maman et puis aussi à le salariat, l'entrepreneuriat. oui, Et justement, c'est là que renaît aussi, enfin, ça fait toujours sens pour toi de, entre guillemets, on ne renie jamais ses origines, mais de tout à pouvoir fait. vraiment toujours assumer sa nationalité et d'en Mhm, faire une force pour pouvoir clamer mhm, sa patrie et oui, dans quelle mesure tu peux apporter toi, contribuer au Sénégal dans ton parcours sportif. mhm. Quand tu te poses la question de la reconversion, comment tu mélanges tout ça entre le fait d'être maman, de peu salarié, de penser à son pays, d'avoir un retour sur son pays, sa famille aussi. Oui, Je sais que maintenant, ton papa t'a permis de t'élever par la confrontation. C'est ce mhm, qui t'a rendu aussi célèbre dans le monde du volleyball, hein, mhm. cette envie d'éclore et d'exister, même si un papa qui n'était pas d'accord. Et ouais, c'était une énergie. Je pense que je Oui, ressens ça comme ça. On avait pas mal parlé tous les deux. tout à fait. Mais comment tu gères ces réflexions à 34 ans là, parce qu'en fait, on sent que tu veux prendre la main. Il y a beaucoup de sportifs quand même qui ont du mal à accepter l'idée d'une reconversion parce que finalement, c'est déjà être moins bon dans sa carrière Mhm, sportive mhm, et puis à confronter des questions qui sont complexes. J'ai peut-être pas l'énergie pour ça. On verra le mhm, moment venu. mhm. Et puis je suis bon qu'à faire mon sport. Tu vois ce que Oui. je veux dire? Donc comment tu abordes toutes ces questions-là? Tu reprends ton agenda de 2000 et tu écris un nouveau rêve. Comment ça se passe? Raconte-nous. En fait, à Venelle, je parle à mon capitaine, enfin, à la capitaine Myriam Closter, qui est une ancienne joueuse de l'équipe de France, une très bonne Mhm. amie à moi. On commence à discuter de reconversion parce que elle aussi, elle est maman d'une fille, donc elle est maman.
Et moi, en fait, elle m'inspirait sur comment elle alliait maman sportive. Donc, à chaque fois, naturellement, je voulais savoir comment elle se débrouillait, comment elle faisait pour me dire comment moi je peux faire après. Donc, je lui posais la question et après, je lui dis c'est ma dernière année et j'aimerais bien commencer déjà ma reconversion. Moi, je ne veux pas attendre le moment fatal ou la petite mort. Je veux aller chercher cette petite mort toute seule. Tu veux aller chercher cette petite mort toute seule? Ouais, oui, parce qu'en fait, en l'affrontant, je sentais qu'on le sentait moi. C'était moi, ma perception des choses. Je me suis dit, en ayant fait cette rupture-là toute seule, je vais assumer en disant, je suis sortie du monde du sport toute seule. Je ne suis pas sortie parce que. Donc, c'est intéressant que tu dises ça comme ça parce qu'en fait, on entend souvent aujourd'hui, on n'en parle plus de la petite mort parce que ça n'existe plus ou qu'il y a d'autres alternatives. Ok. oui. Mais je trouve ça intéressant finalement d'assumer le fait que, bah si, elle est là, il y en a une, mais Elle est là. plutôt que de ne pas en parler, plutôt que de ne pas d'attendre qu'elle arrive, même si on n'y croit pas et que c'est un mythe, bah toi tu dis non, elle est là, elle existe et je vais y aller, quoi. Oui, oui. Je suis d'accord. Franchement, à chaque fois qu'on discute entre nous, les sportifs, on le dit, hein, même si on ne le dit pas fort, hein, mais ça existe parce qu'on passe de lumière à ombre, qu'on se dise les choses. Que le sport soit connu ou pas connu, c'est trop drôle. Si je calcule la phase où j'étais enceinte sur les réseaux, où je faisais que des activités entrepreneuriales, des séminaires, vraiment qui n'avaient rien à voir avec le sport, je peux te dire, mes statistiques sur les réseaux n'étaient pas pareilles. Ah ouais. Ah ouais, les gens, ils te suivent pour le sport, etc. Et d'un seul coup, toi, tu dis, j'assume une nouvelle vie, mais les gens te suivent plus, quoi. Donc, c'est ce que tu appelles l'ombre, quoi. Voilà. Donc, du coup, on passe quand même un peu ce côté-là. Et le côté où, pareil, même, on sent que les gens qui étaient dans le monde du sport, ils t'écartent, en fait. On n'a plus d'amis dans le sport. Eux, ils vont rester amis entre eux. Parce que c'est dans le monde du sport. Donc, en fait, on se retrouve entre... On n'a pas d'amis dans le sport, on n'a pas d'amis dans la vie réelle. On est seul. On est au milieu de tout ça, ouais. Voilà. Et en faisant ça, moi, personnellement, en ayant vers cette rupture-là, j'ai fait le choix de me dire comment je peux faire pour avoir cet équilibre-là entre tout. Pour ne pas que cette petite mort puisse m'atteindre, en fait. J'ai vu avec Myriam, j'ai fait accompagné par Collectif Sport, que peut-être que tu connais, qui travaille avec Véronique Barré. Avec Véronique voilà. Barré, tu peux le mettre en parler. Hein. D'ailleurs, comment on t'a conseillé d'aller voir Véronique et le Collectif Sport pour réfléchir. Voilà. Parce que donc, Véronique était ancienne volleyeuse, c'est voilà, pas mal, Donc, mais c'est pour tous les sports, en fait. Tout à fait. Et elle m'a accompagnée dans ma réflexion de ce que je voulais faire. Donc, on avait des séances chaque semaine où on parlait pendant du mois de mai pour 8 mois. Où, en partant de là, même si j'avais quand même, parce qu'on a toujours une idée, hein, mais c'est en parlant avec la personne qu'on commence à creuser, qu'on affine et qu'on fasse cet entonnoir-là jusqu'à arriver à une solution où on sait que, OK, c'est ça qu'on veut faire. Et qu'est-ce qui, toi, dans ce parcours que tu as fait, c'est une sorte de bilan de compétences et après une migration vers ce que tu veux être ou devenir ou faire. C'était quoi tes réflexions et ça t'a amené à quoi pour parler de ton cas personnel? En fait, mes réflexions, c'était je voulais entreprendre et je voulais entreprendre dans le domaine des sacs upcycling parce qu'en fait, mon père était cordonnier à la base. Et quand il est venu... quand je dis à la base, orthopédiste. Voilà, parce qu'en fait, il faisait des chaussures adaptées pour les lèpres à Malte, à l'ordre de Malte. Donc voilà. D'accord. Donc à la base, son métier de base, c'est cordonnier, mais en intégrant Malte, il a... Voilà. Et très clair. voilà. Quand il est décédé, quand on est parti faire ses affaires, c'est trop drôle. Je voyais beaucoup de papier, Malte, la machine pour faire les chaussures, des cuirs, et tout. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Donc lui, il a su quand même, parce que mon père, il faisait beaucoup de séminaires. Après, il allait apprendre beaucoup de choses par rapport à la lèpre. Il était devenu ambassadeur. Et ça ne l'empêchait pas de garder quand même ce côté entrepreneurial. Et je me suis dit, je peux le faire, en fait. Je peux le faire. Et je me suis dit, OK, je vais trouver un travail. Tel-ci qui va être un travail normal, mais je vais quand même garder mon côté entrepreneurial parce que c'est ce qui me tient à cœur. D'où Dono, mon entreprise de sacs recyclés, que je fais tous les week-ends. C'est mon activité du week-end en plus du match.
Et à côté, le côté être conférencière, être panéliste aussi, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé que nous, sportifs de haut niveau, retraités, pour parler des problèmes qu'ont les sportifs actuellement dans la société, ou pas la société, que les femmes ont aussi. Et je peux dire, j'ai de la chance de pouvoir vivre les trois, c'est-à-dire d'être femme, d'être sportive, d'être à la retraite. Donc, c'est quand même... et c'est des sujets qui, actuellement, on met sur la table. Et je me dis, en fait, la seule façon où je peux le faire pour en parler, c'est de pouvoir... et c'est pourquoi j'ai postulé pour pouvoir faire de la formation championne de sa vie. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir le faire, parce que quand on va parler aux gens aussi, il faut savoir de quoi on leur parle et comment on leur parle aussi, pour qu'eux, ils puissent s'en servir. Donc voilà, donc c'est tout ça que j'ai fait pour pouvoir faire ma reconversion. Ouais, c'est très très clair. Alors j'entends déjà qu'il y a eu un échange avec d'autres pairs PAIRES, hein, d'autres collègues, d'autres sportifs, etc., qui t'ont mis un peu sur cette voie, qui t'ont amené à rencontrer Véronique et le collectif sport pour justement engager cette migration, cette renaissance, l'anticiper. Et, Oui. Et ce greffe, bon, et ton papa nous a quittés en quelle année d'ailleurs? En 2001. En 2001? L'année où j'ai arrêté, oui. Attends, non, pas 21, tu veux dire? 2021. Ouais. On va y arriver, 2021. Ouais, 2021, d'accord. Donc, non, 2021. Et là, en fait, dans le, le décès de ton papa, il y a quelque part une renaissance pour toi par rapport à ce qu'il faisait, son savoir-faire, son art, et toi de reprendre un petit peu ce savoir-faire qu'il avait, même cette œuvre en fait qu'il avait Tout à fait. quelque part écrite ou réalisée, et le reprendre avec toi, à ta façon, Oui. avec ton appétence et ta fibre créative, ta fibre entrepreneuriale en plus. Tout à fait. J'essaie de reformuler un petit peu pour comprendre tout ça, ton processus. Comment tu, si c'est pas indiscret ou si c'est pas trop complexe d'en parler, comment tu vis le deuil de ton papa et dans la famille, parce que c'est quand même le père. Tu nous l'as dit, c'est une figure forte dans le foyer. C'est souvent aussi l'âme d'un foyer, le papa. Tout à fait. Au Sénégal. Oui. Comment ça se passe cette période-là pour toi? Tu le souris tout à l'heure, tu dis en parlant en souriant, ça a l'air même presque joyeux quand tu en parlais, excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça que tu as parlé de cette renaissance. Mais c'est véritablement comme ça, c'est une renaissance quand quelqu'un nous quitte dans le foyer, comment ça s'est passé? Alors, quand c'est le père, je peux dire, c'est quand même... tout dépend de comment les gens le vivent, en fait. Mais moi, quand il est parti, pour moi, ma façon de vivre son deuil, c'est de pouvoir... ce relais-là avec lui que j'aimerais entretenir, que j'entretiens encore. Pour moi, c'était ma seule façon de pouvoir bien vivre son deuil, c'est-à-dire de transformer en énergie positive. Ça s'est fait naturellement, très vite? Ouais, vraiment, ça m'a mis un peu de temps parce qu'il est parti février, j'ai arrêté ma carrière vers le mois de mai. J'ai à peu près tout fait dans la foulée parce que quand il est parti, je me suis dit, en fait, je peux arrêter parce que j'ai réussi à le convaincre à aimer le volley, à me donner son accord. Donc, pour moi, quand même, j'ai plus rien à prouver. En fait, quand il est parti, c'est pour moi, j'ai plus rien à prouver, en fait, au volley. J'avais plus rien à prouver. J'ai eu ce que je voulais. C'était mon target. Il a dit oui, c'est bon. Et après, derrière, je me suis dit, il a dit oui au volley. Maintenant, c'est à moi de dire oui à ce qu'il attendait de moi. C'est-à-dire les études, le master, tout ça. Donc là, je suis repartie dans lui, ce qu'il voulait de moi, et je suis sur cette voie-là. En fait. Comme ça. C'est beau. J'avais besoin d'écrire mon propre destin, et maintenant tu te reconnectes un peu à sa destinée à lui. C'est une partie de lui qui est en toi, et tu choisis comment ton master. Tu parles d'un master. Comment tu choisis? T'en prends plusieurs. Tu passes des concours. Comment ça se passe? En fait, le master, c'est à EM Lyon, c'est avec Véronique Barré. Quand on a fini les compétences, on a vu qu'est-ce que je voulais faire entre si je dois entreprendre, et j'avais ce côté commercial qui me plaisait aussi. Donc, on s'est dit, OK, je vais faire un master général parce que, en fait, je voulais sortir moi du monde du sport, connaître le monde de l'entreprise. J'ai mon expérience sportive. Maintenant, j'ai besoin d'une expérience en entreprise, et pour pouvoir combiner les deux et pouvoir vraiment avoir des bagages solides pour pouvoir persévérer plus tard dans la vie sociétale. Et je me rends compte que, en fait, le choix me plaise beaucoup parce que
en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des sportifs de haut niveau. Donc, c'est que quand même, c'était un Bonne choix. nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle et j'espère qu'il y en aura encore plus. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc, je persévère sur ce. Mon plan suit son cours. Ton plan. Oui. Donc, l'EM Lyon, parce que c'est une suite, il y a beaucoup de sportifs qui s'y retrouvent pour ce cursus commercial, Tout à fait. master Oui. et business aussi. Oui. Tu démarres quand? Septembre 2021? Non, j'ai démarré 22, non déjà. C'était J'ai quand? déjà fait, j'ai commencé en 2022, septembre 2022 déjà. Septembre 2022, ouais. Donc, Oui, il me reste encore, ok. il me reste encore des certificats à faire, mais j'ai démarré, ouais, déjà. Ouais. Tu n'as pas encore eu ton master alors. C'est en cours. Non, encore. Mais c'est écrit, je l'aurai. C'est ça. Rien ne pourra m'arrêter. Comment pour Décidé. les sportifs qui nous écoutent, ou même les personnes d'ailleurs qui sont en reconversion de façon plus générale, comment tu gères cette période où, bon, c'est la fin on l'a bien compris, tu voulais affronter cette petite mort, entre guillemets, parce que ça peut être une période un peu oppressante, voire une descente, dépression, on met les meilleurs termes qu'on veut là-dedans. Donc toi, tu vas affronter ça, mais entre la fin et le début d'autres choses, et d'autres choses au pluriel d'ailleurs, parce que tu parles d'un master, des études, tu parles d'être maman, et puis aussi de travailler, etc. Comment dans quel ordre se sont faites les choses en fait? Parce qu'il faut bien vivre, il y a l'argent, quoi. Oui, bien sûr. Et à l'argent, en fait, dans ma réflexion, c'est de me dire, il faut que je trouve déjà un travail en entreprise, en fait, un salaire qui est quand même assez constant. Ok. Voilà. Parce qu'on sait que bon, le sport, quand il passe, en gros, les chômages, tout ce que je veux, c'est pas ça. Donc, l'idéal, c'est quand même de bosser, de pouvoir garder ça pour la retraite plus tard. Voilà. Et quand j'ai dit ça, donc je me dis, une fois que j'ai mon salaire constant, moi, ce qui m'anime, en fait, parce que je sais très bien qu'on travaille dans une entreprise, je ferai ce qu'il faut et je le ferai parce que c'est moi, c'est dans mon caractère, mais j'ai quand même besoin des choses autour parce que j'ai toujours, même autour du volley, j'ai toujours fait des choses autour. D'accord. Donc, quand j'ai fait le volley, j'avais mon association, mes frères et sœurs, on avait fait une boutique où on vendait des choses. On a toujours fait quelque chose autour d'un élément central. Donc là, l'élément central aujourd'hui pour moi, c'est Elsie, mon élément central. Et à côté, je fais mon master. À côté, je fais Dono, qui est mon entreprise de sac. Et à côté, j'ai ma fille. Tu sais quoi, si tu devais mettre un ordre, ce serait quel ordre? Alors, dans l'ordre, ça va être ma fille. Dans l'ordre, ça va être ma fille. Oui. Et après, voilà, ma fille, le travail, Dono, master. D-O-N-O? Oui, D-O-N-O. Ça veut dire quoi? C'est héritage en Wolof. Ça veut dire héritage. Oui. Donc si on veut... tu vas nous en parler, parce que juste donner un site internet pour aller voir, ce serait bien, mais tu vas nous en parler un petit peu. Y a ta fille, comment elle va déjà? Elle va super bien. Parce que moi, je l'ai vu grandir. Alors, on a fait tous les deux, donc champion de ma vie, tu en as parlé. Moi, je t'ai assisté à ces sessions de formation en vrai et puis aussi en distanciel. Il n'y avait jamais très loin ta fille. C'était adorable. Est-ce qu'elle va bien aujourd'hui? Elle va super bien. Elle est adorable. Elle va très bien. Je l'emmène partout. C'est un bijou. Comment elle s'appelle? Adina. Adina. Oui. Ça a une signification? Ça veut dire ça veut dire le monde, ça veut dire le luxe, ça veut dire la belle vie. Et c'est un prénom franco-sénégalais. Bah oui. Ouais. Donc, c'est bon. Tout y est. Tu vas chercher, tu emmènes ta fille aujourd'hui, elle comment ça se passe? C'est nounou, c'est la crèche? Elle va à la crèche dans la journée. Le week-end, quand je vais faire mon match, elle vient avec moi et c'est toujours quelqu'un qui... Tu continues de faire du volley? Je m'entraîne 2 fois par semaine et je joue le samedi. Pour ton club? Oui, Clamart. T'es revenu aux sources? Ah oui. Ouais, j'ai toujours besoin de revenir aux sources, c'est comme ça. Alors, la question indiscrète, c'est est-ce que tu vas retour aux sources, c'est revivre au Sénégal? C'est un projet ou pas du tout? Oui. D'y aller ou d'y vivre vrai? Enfin, d'y aller 2 fois par an? Oui, d'y vivre. Non, d'y vivre. Mon objectif, c'est vraiment de faire... si je peux, et j'espère que je pourrai l'avoir, c'est 6 mois au Sénégal, 6 mois en France. J'espère. Quelle période de l'année tu feras au Sénégal?
C'est à quelle période? Quand il fait moins froid, je suis ici. Quand il fait hyper froid, je suis au Sénégal. Ouais, Franchement, ce serait l'idéal. ouais, ouais. Bah, je te le souhaite. C'est comme les Canadiens, l'hiver, ils vont au Mexique, ils travaillent Voilà. là-bas. Et c'est vrai Voilà. qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus de façon Télétravail. déspatialisée, Oui. donc en télétravail. Tu travailles chez Telsi, c'est ça? Oui, mais télétravail aussi. Je suis Et 100% télétravail. Ça t'es aussi, c'était. 100% remote? Oui, c'est vraiment. En fait, a été si ça a matché. Je sais pas. Quand je parle, ça a matché avec mon entraîneur la première fois qu'on s'est Ah, rencontrés. Ça a matché avec Laurent, ça a matché avec Lamar. Et avec Tessie, je sens la même chose. Ça match en fait. Parce que quand on a fait l'entretien, je suis transparente. Je dis les choses comme je le vis. Je leur ai dit, OK, j'ai vraiment envie de bosser pour vous et je le ferai 100% et je mettrai tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer, que l'entreprise avance. Mais par contre, voilà, je suis maman solo. euh, il faut que je travaille, il faut que je m'organise par rapport à ma fille, il faut que je fasse des choses. Donc, l'entreprise, le président, il m'a dit, tant que tu fais le travail comme il faut, je hmm, m'en fous comment tu t'organises. hmm. Ça a été un soulagement pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça dans le monde de l'entreprise. Dans le sport peut-être, mais pas dans le monde de l'entreprise. Et ça m'a donné plus de motivation et ça m'a donné aussi en me disant, en fait, c'est possible de pouvoir trouver un topo entre ce qu'on veut faire, ce que l'autre veut faire et trouver un compromis pour que ça se passe bien. Tout ça. Il y a un truc qui est très fort, enfin, qui est très fort, qui est fort ancré en toi, Fatou, c'est quand même, tu sais ce que tu veux. Euh, et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se disent, bah, en fait, ça a l'air facile quand mais moi, je sais pas toujours exprimer mes volontés Oui, avec tant de détermination, d'assurance. Toi, tu as ce côté assez évident pour toi, ça fait partie oui. de toi. Si quelqu'un se dit, nous écoute là et dit, j'aimerais vraiment pouvoir euh, gagner un petit peu ce côté qu'elle a en elle, Mhm. quel conseil tu donnerais? Le conseil que je donnerais, en fait, c'est de pouvoir, comme je dis tout le temps, Ouais, écrivez ce que vous voulez, mais écrivez-le en étant seul. ouais. Écrivez-le. Soyez convaincus de ce que vous voulez. Et trouvez autour de vous des gens qui vous accompagnent dans ce que vous voulez. C'est important. Parce que Je note. moi, j'ai toujours trouvé deux top. Enfin, là, ma Ouais. motivation actuellement, c'est ma fille. Avant, c'était mes frères et sœurs, ma mère, mon père. J'ai toujours trouvé de la motivation quelque part. Ça peut être ton chien, ça peut être ta femme, ça peut être quelque chose. Et par contre, ce point-là, il ne faut pas l'oublier parce que dans les moments difficiles, on aura besoin de ce point-là pour rester zen et rester vraiment au top. Et, euh, et c'est pour ça, quand j'ai fini ma carrière, je me suis dit, il me faut quelque chose d'autre qui puisse me tenir. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse un enfant pour que cet enfant-là soit ma motivation tous les jours. Et j'avance comme Hmm. ça. Et Pour autour elle. d'elle, voilà, pour elle, C'est- je vais faire ça. Et autour Hmm. d'elle, comment je vais réussir? Je vais essayer de faire en sorte que quand je faisais, je cherchais du boulot, c'était juste comme ça, hein. Il y Hmm. avait Tessie, il y avait d'autres entreprises. Hmm. Mais quand je faisais mes entretiens, je cherchais quelque chose. C'est-à-dire, est-ce que cette entreprise-là pourra aller dans ce que j'ai écrit? Et quand on n'écrit pas avant, c'est compliqué. Pour moi, dès qu'on sait ce qu'on veut et qu'on l'a mis sur papier, il faut prendre les personnes, l'environnement qui va avec et les coller sur les étiquettes pour que ça passe bien. Je note. Bah, de toute façon, je prends toujours beaucoup de notes. Voilà, C'est pour aussi alimenter après le contenu d'autres épisodes sur les réseaux et de l'écrire. Parce que le référencement, si c'est pas écrit, le référencement se fera pas. Bah, c'est un c'est petit pas peu ce faux. que tu nous enseignes en fait, sans parler du digital, mais Tout à d'écrire les fait. choses. Et quand tu as 9 ans, tu as écrit ce que tu as écrit dans ton agenda et qu'à 34 ans, la prophétie s'est globalement réalisée. Tout à fait. Alors, t'es pas prophète, hein, mais j'ai employé Non, le du terme tout, du prophétie tout. parce que c'est quelque chose qui est assez, finalement, quand on croit à ce qu'on écrit, tu l'as dit, j'écris ce que je veux, j'en suis convaincu, il faut juste pas écrire des choses comme ça, j'en suis Ah oui, convaincu. oui, il faut être convaincu, oui. Ouais. Il faut se poser des vraies questions par rapport à ça Oui, et puis s'entourer des personnes. Moi, un truc qui est assez marqueur que je mettrais dans ce que tu dis pas, mais c'est que tu te donnes pas vraiment le choix en fait, hein. Enfin, quand tu te donnes pas le choix, on pourrait dire c'est négatif, mais non, c'est en gros c'est cette force-là qui va te permettre d'aller vers pour embrasser
ton destin, en fait, ce que tu as écrit. Et à 9 ans, bah, ça s'est fait. Là, tu es en train d'écrire à nouveau les choses. Et c'est un peu un trait commun que j'ai dans les gens, parmi les personnes. Là, j'ai diffusé, vous pouvez retrouver l'épisode avec David Tissot, qui est quand même Bocuse d'Or. Il n'y a pas meilleur chef dans le monde que lui en 2021. Il gagne le Bocuse d'Or. Il est MOF en 2004. C'est le meilleur ouvrier de France cuisine en France. Et à chaque fois, quand il réussit, c'est des choses comme toi, qu'il avait écrites, qu'il voulait vraiment plus profond de lui. Et troisième point, il s'était effectivement entouré des personnes pour l'accompagner dans cette réalisation, dans cette œuvre. C'est important. Ce que tu dis est extrêmement simple, mais très complexe à mettre en œuvre finalement. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui arrivent, d'autres qui arrivent peut-être moins. Oui, tout à fait. Wow. Mais on peut toujours y arriver. Maintenant, on est... Enfin, on peut toujours y arriver. Et puis, faut juste donner. Mais vraiment, tout part quand même de la personne. C'est ce que je dis à chaque fois quand les gens ils disent je ne suis pas heureuse. J'ai dit non, tu peux être heureuse parce que tout part de nous. Si tu veux, tu peux. Un peu. Oui, mais tu sais, c'est un réflexe qu'on a. Même moi, le premier, souvent on me dit oui, mais Cyril, si tu veux ça, tu vas. Oui, moi j'ai tendance, c'est comme ça, hein, c'est malheureux, mais à dire oui, mais et à se trouver des explications. Voilà. En fait, c'est le mais qui ne vaut pas. En fait, quand il y a un mais, c'est qu'il y a quelque chose, mais c'est vraiment. Comment je peux dire? Si la vie, c'est une montée, et que, en fait, on ne peut pas glisser tout de suite. Il faut vraiment prendre l'escalier, le faire step by step. Et si ça ne va pas, on peut mettre des arrondis, on peut voir comment on fait. Mais en fait, il faut être conscient de soi pour se dire, OK, là, peut-être je suis dans une phase où ça ne va pas, et aller chercher les ressources à côté de soi. Pour que ces personnes-là puissent quand même te donner ce coup de boost-là. Tes ressources, quand tu arrives en France et que c'est compliqué ces 2 premières années, c'était Laurent dont tu parlais, c'est lui qui a été une personne ressource, entre autres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que je discutais beaucoup avec lui. Je sais qu'il connaissait le haut niveau et il pouvait m'aider sur comment je peux y aller. Et naturellement, il me parlait et je parlais pareil en toute transparence parce que aussi, il faut savoir aussi être clair dans ce qu'on veut. Parce que nous, on a tendance, nous, êtres humains, on veut quelque chose, mais on ne sait pas trop. Et une fois on sait, on arrive quand même à prendre les personnes qui pourront nous dire vraiment les choses. C'est ce choix-là qui est assez délicat parce qu'on aime bien qu'on nous dise « on est belle ». En fait, non. On peut ne pas être belle et faire bien les choses, en fait. Donc, non, il n'y a pas besoin d'être belle pour être une femme. On peut être une femme tout court, mais être magnifique dans ses actions. Dans ses actions et pas seulement dans ce qu'on est. Voilà, donc pas dans l'apparence. Ça c'est moi, c'est quelque chose aussi que je crois beaucoup et qui fait que des fois quand je parle à des femmes, quand je discute à des femmes, les réflexions qu'eux ils peuvent me donner, c'est mais j'ai pas la force que tu as, j'ai pas le caractère que tu as de pouvoir s'assumer. Et j'ai dit, en fait, c'est pas une force de caractère, c'est à force de montrer aux gens ou de leur dire ou de leur convaincre que tu es jaune, ils verront que tu es jaune. Enfin, c'est pas... Tu as un exemple d'une personne que tu as aidée justement dans cette... la façon de se voir différemment. Et si je me vois... tel que toi tu me vois, ça me transforme en fait. Il y a ma soeur déjà. Raconte. Ta soeur, laquelle? Ma soeur qui est paraplégique. Excuse-moi, on est resté sur ta soeur qui était dans le coma. C'est elle qui est devenue paraplégique après. Quand elle est revenue à la vie, elle avait des séquelles. Oui, elle est devenue paraplégique. Et, tu peux nous préciser un tout petit peu, paraplégique, c'est quelle partie? Elle ne sent plus les jambes, elle est sur chaise roulante, elle ne sent plus la partie inférieure. D'accord, donc c'est les membres inférieurs. Okay. Oui, elle ne le sent plus. Et elle a repris les études. Et en fait, pareil, quand j'étais petite, en fait, je pense que quand même c'est quelque chose que j'ai, si je peux me permettre, parce qu'en fait, elle était en chaise roulante et elle avait tendance à demander de l'eau, des choses comme ça. Et moi, je lui disais toujours, non, en fait, on t'a donné une chaise, c'est pour que tu puisses faire les choses toi-même. Fais. Donc, fais. Et je l'ai toujours boosté. Et quand je suis arrivée en France, je lui avais dit, faut que tu viennes vivre ici parce que déjà, pour moi, tu as l'opportunité de pouvoir faire beaucoup de choses. Ouais. Et pour moi, tu pourras être autre. Et elle est venue? Elle est venue.
Elle est venue depuis 2018. Elle avait quel âge? Elle avait... Je calcule à peu près. elle devait avoir 28, je crois, un truc comme ça. Elle a fait ses études au Sénégal. Au Sénégal, elle a eu son doctorat de pharmacie. Elle a eu son doctorat de pharmacie au Sénégal? Oui. Et après, elle est venue en France. Elle est venue en France. Ouais. Elle a eu son doctorat de pharmacie. Elle est venue ici, elle a repris les études pour faire des études sur tout ce qui était dans les personnes à mobilité réduite, tout ce qui était, comment on peut dire, les personnes âgées. Elle a fait des études dessus. Et depuis qu'elle est là, depuis 2018, elle se rend compte que la façon, si je me suis permis même de parler d'elle dans mon TEDx, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, comment on était dur, moi, comment j'étais un peu en lui disant, si tu ne t'assumes pas, les gens vont voir ton handicap. Si tu ne vas pas aller vers les gens vont voir ton handicap. Va voir les gens, va faire ci, va faire ça. Et je suis assez fière parce que je peux dire que c'est quand même quelque chose qui s'est concrétisé où maintenant elle s'assume, elle a créé son association, elle entreprend et elle fait des conférences, elle fait des choses. Elle vit à Marseille toute seule, dans son appart, toute seule. Elle s'appelle comment? Kumba. Kumba, ouais, Kumba Diop. Et oui, elle fait sa vie toute seule. Elle a réussi à arriver à Marseille, à se faire une vie, avoir des amis, avoir son corps médical qui puisse la suivre parce qu'elle a toujours besoin des soins. Maintenant, elle voyage partout. Elle va à Paris pour faire des séminaires d'une semaine, repartir. Enfin, pour moi, c'est l'exemple parfait, sans compter les exemples au quotidien ou des personnes avec qui j'ai pu parler. Après, je ne pourrais pas les citer parce que c'est... Voilà. Mais elle, c'est concrète. C'est quelque chose qui est assez concrète et je suis vraiment contente pour ça. Je ne dirais pas de leçon de morale sur ce que tu viens de dire. Ça suffit. L'histoire suffit à elle-même, en fait. Merci Fatou de nous la partager. Avec plaisir. Ça a l'air simple en fait quand on raconte les choses comme ça et pourtant c'est des choses qui pourraient être lourdes pour d'autres à porter, à partager. C'est des histoires de famille, c'est des histoires tu as parlé de ton papa et c'est parfois compliqué de parler de ses parents, surtout quand ils n'ont pas été cool ou ils étaient durs avec nous. Quand on est confronté à la maladie, quand on est confronté au manque de plein de choses, et on a l'impression avec toi que finalement alors comme les autres pourraient te le dire, oui, mais toi, tu as de la force et tu as du caractère. Et toi, tu dis, bah oui, avec de la force et du caractère, on peut tout faire. Oui, en fait, j'entends souvent cette phrase-là et j'entends souvent aussi les gens qui me disent quand est-ce que je pense à moi. Mais en fait, j'ai toujours tendance à leur répondre, moi, je pense à moi à travers les autres, en fait. C'est pas concentré sur moi, c'est que si ma fille va bien, je vais bien. Si ma sœur, elle a réussi, j'ai réussi. Si le club est content, je vais bien. Si Telsi m'a fait un compliment, c'est parce que Telsi va bien, donc je vais bien. Donc je vais vraiment bien par rapport à mon environnement. Voilà. Donc je fais en sorte que mon environnement soit bien. C'est un cercle vertueux, quoi. Voilà, je reviens sur la complexité d'arriver en France avec le temps, la météo, l'hiver, etc. Et finalement, tu as été patiente aussi quand même quelque part parce qu'on se rend compte que les choses ne sont pas faites du jour au lendemain. Donc, malgré ta force de caractère et ton tempérament, tu sais y mettre une dose de patience quand même. Il faut. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Non, il faut parce que franchement, quand je suis arrivée, je pensais que en France, quand je suis arrivée, je pensais que ça allait se faire comme ça, mais j'ai commencé vraiment, on va dire, à récolter les fruits de ce que j'ai fait quand j'ai eu 27 ans. C'est long, hein, 19-27 ans. C'est bien de le rappeler, ça, de 19 ans à 27 ans, donc tu as semé, il n'y a pas eu des récoltes avant 7-8 ans, quoi. Oui. Donc, ce que je dis, encore une fois, des fois, quand je parle aux enfants au Sénégal, quand je fais des interventions avec les enfants, c'est de leur dire, en fait, là, je suis fière de vous parler. Vous voyez juste la face professionnelle, mais en fait, il y a du chemin. Et il ne faut pas oublier ce chemin-là. Il y a du chemin à faire. Et pour moi, c'est bien que les enfants puissent quand même savoir ça, ce recul-là, et se rendre compte que, je disais pas plus tard que la semaine dernière, lors d'une intervention, et des gens, en fait, ne se rendent pas compte que
être pro, tout le monde ne l'est pas. Et il faut quand même oser dire les choses. Même si c'est des enfants, il faut oser leur dire et leur mettre sur la table ce qui se passe réellement pour qu'eux, ils puissent choisir derrière. Parce que c'est en masquant en général que c'est compliqué. L'enfant va se retrouver un jour dans une réalité qu'il ne comprend pas. Et pour moi, c'est vraiment pouvoir dire les choses aux enfants avec les mots qu'il faut, bien sûr, mais vraiment les dire clairement. Ça, c'est important. Ouais, et puis des fois, on parle à des adultes et que c'est complexe. Si on parle à un enfant, c'est plus simple. Et je pense que des fois, des adultes, on pourrait se parler très simplement. Ça résoudrait Tout à aussi fait. un petit Tout à peu fait. Ouais. Limpide, simple, Voilà, sujet, verbe, ouais. complément. Et puis, je Ouais. pense que c'est tout. ce qu'il faut. Ah non, j'ai arrêté ça. Pardon. Ah là là, non, je te taquine. On est entre nous. Parce que voilà. Bah, allez, finalement, tu t'as parlé des études, de ta fille, de ta nouvelle entreprise. Et puis au milieu de tout ça, ou autour de tout ça, où tu veux, champion de ma vie, comment tu vois ça? Ça représente, ça incarne quoi pour toi, champion de ma vie? Ça a été quand même une nécessité. Parce qu'en fait, j'ai... Pardon, je vais couper mon micro, j'arrive. C'est la petite coupure. Et moi aussi, je fais des petites coupures des fois, comme ça me permet de tousser et de boire un coup. Et Fatou, bah, ça, c'est sa coupure à elle. Te revoilà, champion de ma vie. Désolée. C'était une nécessité. C'était une nécessité parce qu'en fait, je connaissais le contenu de la formation, ce que j'avais... ma mère Abibita qui l'avait fait l'année dernière, donc on a bien discuté dessus. Et j'avais hâte de le faire pour pouvoir, moi, acquérir d'autres compétences parce que le métier de conférencière, de panéliste me tenait beaucoup à cœur. Et je savais qu'avec cette formation-là, j'allais sortir avec beaucoup plus de bagages. Pour dire simple, c'est facile de parler, mais comment se tenir devant le public, comment parler, comment pouvoir impacter, comment faire passer son message de façon assez simple et que les gens puissent s'en servir et s'en rappeler, même si c'est 10 ans plus tard. C'est des choses qu'on pense que c'est simple, mais c'est pas simple, il faut l'apprendre quand même. Vraiment, c'était très, très enrichissant de pouvoir entendre d'autres sportifs de haut niveau, d'entendre leur parcours, de savoir eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait aussi de leur manière pour réussir leur carrière. Et que ça soit toi et John, vous étiez là, en fait. J'aimais bien votre façon de nous guider, sans pour autant nous guider. En fait, vous étiez trop, je sais pas comment dire. Vous pouvez nous booster, mais très doux. Doux dur. Voilà, et j'ai trouvé ça assez original, votre méthode de nous faire progresser, de nous apprendre des choses, de nous donner des tips. Franchement, ça m'a assez surpris, mais agréablement surpris, très sincèrement. Qu'est-ce qui, pour toi, avec du recul, apparaît comme pas une révélation, mais de se dire finalement, je me croyais pas capable capable de parler de telle chose. En quoi ça te, enfin, moi finalement, que je champion de ma vie, peu importe d'ailleurs, finalement, moi j'ai appris ça dans beaucoup de rendez-vous, de clubs, de réseaux, etc., d'aller vers des personnes et puis finalement. Dans le regard de l'autre, on a une image de soi qui est plus la même et qu'on peut raconter, c'est plus la même chose que spontanément on se dirait soi-même. Parce que oui, si j'ai envie de raconter un truc, je me parle à moi-même, voilà ce que je vais raconter. Mais en fait, le regard des autres nous apporte une vision complètement différente. Et toi, par rapport à ça, c'est en quoi ça t'a... Puisque tu étais dans un schéma de réflexion avec Collectif Sport, juste après, tes nouvelles études. Qu'est-ce qui t'a rassuré, conforté? Qu'est-ce qui t'a changé? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Je vais dire un truc qui est assez, je vais pas dire simple et basique. Avant, ça me sert même dans mon travail actuellement, étant commercial. Parce qu'en fait, quand je négociais, quand je parlais avec des clients, quand je faisais des choses, j'arrivais pas à aller au-delà, c'est-à-dire à arrondir, à pouvoir faire les choses. Et pareil, quand je vais dans des événements, même si je sais que je peux parler de moi, mais j'allais pas vers les gens parce que j'avais toujours peur qu'on me juge. J'avais toujours cette peur-là. Et depuis que j'ai fait champion de ma vie, en fait, j'ai acquis cette confiance de pouvoir dire les choses,
mais de pouvoir aussi savoir les dire, parce qu'on peut dire les choses sans savoir les dire aussi. Hein. Mais de pouvoir dire les choses et d'aller vers les gens pour leur dire, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Ça a été ma révélation. Parce que, on s'est connus via Champion de ma vie, mais tu peux demander à pas mal de personnes. Je suis quand même assez réservée, même dans le monde du sport. Je n'allais pas trop vers les gens. Et maintenant, j'arrive à quand même discuter, parler de moi, parler des gens, de pouvoir même savoir à peu près quand les gens me parlent de quoi ils peuvent parler et de pouvoir plus empâtir. J'avais de l'empathie, mais j'arrive quand même à plus empâtir grâce à cette formation-là parce qu'on a cette sens de l'écoute plus aiguisé. Je trouve ça très intéressant, la phrase que tu as dite comme ça, qui est toute simple, mais écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Ah oui. C'est tellement simple comme phrase, mais je crois que j'ai jamais entendu cette phrase-là dite comme ça. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, Alors, oui. si, ça va être le papa à son enfant. Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Oula. Oui, Ça- oui, pas ça. Oups. Là, Non, ouais. là, la façon c'est vrai, et on a tous quelque chose à raconter quelque part sans se la raconter. Tout à fait. Et je laisse pour témoin tous ceux qui ont écouté ce podcast, on va se dire, effectivement, tu avais vraiment quelque chose à nous dire. Et j'aimerais que tous ceux qui nous écoutent puissent dire en retour à Fatou, on peut te suivre comment d'ailleurs sur des réseaux. Tu parlais beaucoup alors tu es beaucoup dans le digital d'ailleurs, on a parlé de Facebook tout à l'heure, sans faire de pub pour ce réseau plus qu'un autre. Mais si on veut te suivre, échanger avec toi, on peut utiliser quel canal? Il y a LinkedIn, il y a Instagram, il y a Facebook aussi. C'est les 3 que j'utilise beaucoup. D'accord. Donc sur ces 3 canaux, on trouve Fatou Duke et on peut échanger avec toi. Tout à fait. Parce que je sais pas, moi, si j'étais en train d'écouter ce podcast, j'imagine Thierry Ardisson avec Fatou Duke, par exemple, et moi j'écoute ça, oui, elle a vraiment quelque chose à raconter, et j'aimerais pouvoir la questionner sur un truc, parce que moi, je sais pas faire ça, ou moi, j'ai un problème, et finalement, comme tu as dit, aider les gens aussi, ça fait partie de ton tempérament aujourd'hui, en tout cas, aider les gens, l'environnement, changer l'environnement pour que ça aille mieux autour de soi. Et écoute, merci d'ouvrir les portes à l'échange avec toi sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Avec plaisir. Ton entreprise, pour terminer sur tes aspirations pour la suite, si je dis, je te pose la question, finalement, alors je reprends le nom, c'est Dono. C'est bien ce que j'ai noté, mais j'avais un doute, donc c'est bien D-O-N-O. On est en 2030, puisque 7 ans, tiens, oui, tu as dit 7 ans finalement pour réaliser. Et tout à fait. On est en 2030, c'est dans 7 ans, même si Dono, tu l'as créé quand d'ailleurs? Tu as déposé quand ta marque? 2022, mai 2022. Alors, en 2029. Alors, 2029, Dono, c'est quoi pour toi? Raconte-nous cette belle histoire de Dono. Oui, à 2029, l'histoire de Dono, ça va être de pouvoir être une marque très cotée dans le monde du sport, de pouvoir être en partenariat avec pas mal de clubs, pas mal d'associations sportives, et vraiment de pouvoir s'imposer dans l'industrie du sport dans un premier temps et après élargir plus tard. Et le sportif, s'il veut du Dono, ça va l'aider en quoi? En fait, moi, quand je pensais à Dono, je pensais à pouvoir le mettre qu'on puisse avoir quelque chose de très classe en étant sportif. C'est-à-dire, je vois bien, moi, le sportif qui va aller travailler et avec son même sac, aller au sport, mais tout en restant classe. Parce qu'on on voit les costards et tout, mais on a toujours les fameux sacs là, très moches. Et je me dis, non, pourquoi on ne peut pas avoir quelque chose de très classe, un mélange de cuir tissu et en même temps upcyclé parce que je le fais avec des restes de tissu. Donc, on reste sur quelque chose de quand même engagé. Engagé. On trouve Dono sur dono.fr, dono.com? Je suis sur Instagram pour l'instant. D'accord, tu n'as pas encore le site? Parce qu'en fait, c'est par exemple, c'était perso, mais c'est pas mon travail à 100%, c'est que le week-end. La semaine, c'est 100% tel-ci, et le week-end, j'y suis. Donc, le week-end, j'échange beaucoup sur Instagram. Et après, moi, pareil, encore une fois, je vais vers les gens. Une fois que je sais que les personnes sont intéressées, je fais ce qu'il faut après pour vendre. Sur la communauté Champion de ma vie, tu feras un code promo ou... Ah oui, bien sûr. Moins 20%, bien sûr, pour les Noëls. Oui. Code promo, ça va être CMV.
Ah, elle est cool. Bah, code promo, c'est C2, allez, C2MV, voilà, majuscule. Et puis, on aura moins 20% avec. Oh là là, c'est adorable. Bah, vous allez tous noter, on le mettra. Code promo pour aller, pour être classe, mais en même temps sport. Et voilà, c'est ça, exactement. Fatou, merci pour tout. Merci, Cyril. Binta, c'est ta meilleure amie, tu disais? Oui. Coucou à Binta. Et très très bonne continuation à toi dans ton parcours de vie, avec ta famille, avec ton entreprise et tes entreprises. Et on est heureux de t'avoir avec John, du coup, amené sur cette voie de la prise de parole. Et on espère pouvoir faire encore beaucoup pour raconter beaucoup de belles histoires avec toi. Merci beaucoup en tout cas pour votre accompagnement et c'était très enrichissant. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. C'était un honneur. Merci Fatou. Merci Cyril. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Champion de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel invité. À bientôt.